j'espère que ça va bien. Donc oui, peut-être que vous avez tout transféré, je suis pas sûre. Mais je confirme, tout est fonctionnel. Bienvenue. Aujourd'hui, je sais que ça a marqué qu'on jouait à Graveyard Keeper. Là, il faut que je cherche. Il y a quelque part. Non, ça c'est la semaine prochaine. C'était le premier stream qui était comme ça. Donc, je suis Dead Breeze. Moi, je te dirais que je me spécialise dans tout ce qui est esprit. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile le sujet, mais il va être aussi plaisant. Je veux vous parler, en fait, on va faire un peu une étude sur mon stream, en fait, de tout ce qui est les écrits, les gros écrits qui ont rapport avec le spiritisme. Et, ben, évidemment, je voulais commencer par quelque chose qui était très reculé, comme les premiers ouvrages. Et Basilda, d'ailleurs, est témoin. Je comprenais rien. Je vais être honnête, je comprenais rien. C'était toutes des métaphores avec des trucs qui fonctionnaient pas. Très difficile. Je me suis dit que ça serait peut-être pas le meilleur texte pour commencer. Hein? On va se le garder un petit peu. D'ailleurs, tout le monde entend bien. Tout le monde, ça va. S'il y a quelque chose, juste dites-le, on va suivre. Là, j'essaie de vous faire l'image la plus grosse possible pour qu'on puisse se suivre. J'ai des notes. Le premier livre qu'on va faire, c'est le livre des esprits de Allan Kardec. Bon, moi, c'est un petit préféré à moi. Je sais que les gens ils ont de la misère avec Kardec parce qu'il est très, 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 très religieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va doucement passer au travers du livre, mais on va expliquer. Je vais essayer de tirer ce qui est un peu trop du christianisme, puis expliquer pour quelqu'un qui est dans une autre religion ou quelqu'un d'un ton plus neutre la doctrine, puis essayer de tirer là, les informations qu'on est capable avec ça. Il y a des parties que je vais probablement sauter si je trouve qu'ils valent pas la peine. Puis il y a des parties qu'on va vraiment aller voir en détail et des trucs qu'on va pouvoir avoir des discussions. Donc si jamais vous accrochez sur quelque chose, vous dites « Oh, je vais en parler un peu plus », on arrête, on en discute. Sachez que le livre fonctionne avec des codes. On va le voir, là. On va faire l'intro, je pense, aujourd'hui. D'après moi, l'intro, ça va être assez. On a 2 heures ensemble, à peu près. Donc, c'est une grosse étude, aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va avoir du fun, puis on va essayer de me rendre ça un petit peu facile ou un petit peu plus aisé. C'est la première fois que je fais comme une étude comme ça avec un livre. Brace with me, j'ai déjà un peu étudié, j'ai des notes. Fait que vous allez me voir, je vais faire des allers-retours. C'est juste que je vais être sûre que tout est correct. Je vous dis, c'est pas de niaiserie, ça serait le fun, tu sais. Donc, le livre des esprits, c'est le premier livre qu'Allan Kardec il a sorti comme une espèce de revue. Elle a été retravaillée. La raison pourquoi je peux vous le montrer à l'écran facilement, c'est que c'est rendu free, copyright free, puis tout ça, il n'y a pas de problème, on peut publier ça. Elle a été retravaillée aussi au fil des années, je pense, au niveau du langage. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Et vous voulez ça. OK, pour les vieux textes qu'on avait, là, je vous dirais, là, c'était difficile à suivre. Ils m'ont fait référence à certains de ces textes-là. Donc, j'en ai lu une partie, hein, quand même. Donc, ça va être important de voir face à ça. Alright! Donc, le texte est francophone parce qu'Allan Kardec parlait français, donc c'est un petit peu l'avantage. Aujourd'hui, on commence directement avec l'introduction. Donc, on va faire un tour. Il explique un peu dans l'introduction pourquoi la doctrine est importante. Je vais juste enlever la partie des éditions. Est-ce que tu vois tout ton chat? Oh, je pense que oui. Bonne partie, oui. Y a-t-il un problème qui est sur le chat? Ah, ouais, ben on le fait peut-être pas de la même façon, nous. C'est peut-être juste pour ça. Il y a des techniques différentes. Alright, hey, tu m'as fait peur pendant une seconde. J'étais comme, oh non, mon chat, il apparaît pas. Donc, l'introduction. Donc, on va lire un petit peu. Ah, je sais, ça va être un petit peu plus plate pour ça, mais on va essayer de rendre ça intéressant. Et on va faire des arrêts et faire des explications. Donc, j'ai pris des notes, j'ai des petits accros. On va faire point par point. L'étude sur le livre de Kardec va arriver au moins peut-être une fois par mois. Où est-ce qu'on va essayer de continuer? On va essayer d'avancer le plus possible. Puis c'est vraiment des chapitres qu'on fait comme... que je juge que ça vaut pas la peine, je me marquerai une note de vous pouvez aller le consulter puis on va le skipper. C'est pas des trucs qui sont faciles en stream parce que c'est un peu plus plate. Hein? Je m'excuse. Ça fait partie du truc. Alright. Donc, l'introduction. Donc, pour les choses nouvelles, il faut des mots nouveaux, ainsi qu'on veut la clarté du langage pour éviter la confusion
inséparables du sens multiple des mêmes termes. Le mot spirituel, spiritualisme ont une acceptation bien définie, et leur en donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des esprits serait multiplier des causes déjà si nombreuses à l'amphibiologie. En tout cas, je vais vous rendre ça plus simple. J'ai les définitions basées de Kardec. La raison pourquoi ces mots-là, c'est les premiers termes où est-ce qu'on fait une espèce de définition, c'est simple, c'est que c'est des termes que vous allez voir partout dans le livre, donc c'est quand même important que vous sachiez qu'est-ce qu'il veut dire par là. Par exemple, spirituel. On va commencer par le premier. C'est ce qui appartient à la nature de l'esprit par opposition à ce qui est matériel. Donc, le mot spirituel désigne tout ce qui relève du monde des esprits ou de la substance immatérielle. Il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui est spirituel ou qui veut s'élever. Tout ça, okay? C'est vraiment au niveau des esprits. Chez Kardec, un être spirituel, c'est détaché de la matière. Okay? C'est immatériel. Donc, c'est important de garder ça en tête quand vous faites la lecture. Le spiritualisme, je sais pas, peut-être que je pourrais me faire des notes de vous le rappeler à chaque fois, juste pour être sûr qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Le spiritualisme, c'est celui qui croit qu'il existe autre chose que la matière. Donc, ça peut être des âmes, ça peut être des esprits, ça peut être la survie après la mort, ça peut être même Dieu si vous voulez, mais c'est qu'il y a autre chose. Ça s'oppose aux matérialistes, évidemment. Si vous allez voir, toutes les spirites peuvent être spiritualistes, mais c'est pas tous les spiritualistes qui sont des spirites. Donc là, il faut aller voir là-dedans. Un catholique, un musulman, un bouddhiste, excusez, j'essaie de faire passer le chat, peut admettre l'existence de l'âme. C'est pas vrai. Les bouddhistes peuvent être spiritualistes sans nécessairement être des spirites. Donc, c'est important. La doctrine peut s'attacher à d'autres religions aussi. Donc, ça aussi, c'est à tenir en compte. Quelqu'un peut être musulman puis suivre des parties de la doctrine, tout comme quelqu'un peut être dans la religion catholique puis faire la même chose. Ensuite, le spiritualisme, c'est la doctrine philosophique qui admet l'existence de l'âme et le monde immatériel. Un petit peu plus tôt aujourd'hui, sur le stream précédent, on a parlé que de spiritisme, peut-être était une divination. Ça dépend comment tu le perçois. On a parlé de la perception un petit peu. Oui, il y a des formes de divination qui peuvent être touchées au spiritisme, mais ça peut être aussi une doctrine. Tu vois, l'importance des mots, ici, super importante. Parce que dans le texte, ça fait une différence aussi. OK? Et évidemment, le spiritisme, c'est une doctrine ou une science qui étudie les relations entre les êtres incorporels et les hommes, fondée sur des enseignements donnés par les esprits. Et évidemment, dans ce cas-ci, là, la doctrine spirit, on va la voir avec Allan Kardec, et se développe beaucoup face à ça. J'ai un problème d'écouteur. Je vais essayer de l'arranger en même temps. Merci. Alright, on repart. Donc, le mot spirituel, spiritualisme, nous employons pour désigner ces dernières croyances en ceux du spirit et du spiritisme. Donc, vous allez voir, là, ça commence dur un peu. Hein? J'espère que je ne vous mélange pas trop. On dit donc que la doctrine spirit ou le spiritif a pour principe des relations du monde matériel avec les esprits. Ouais. Et ou être du monde invisible. Des adeptes du spiritisme seront des spirites ou si on les appelle des spiritistes. OK, il y a vraiment des termes qui peuvent un petit peu varier. C'est normal. Hein? Il a quand même créé une doctrine face à ça. Donc, oups, je n'ai pas la bonne place qui bouge. Donc, ça fait des petites différences. Oups, est-ce que... Donc, le livre des esprits contient la doctrine spirit. Oh, attends, j'ai Féro qui dit « J'associe la relation corps, cœur et esprit. » Moi, c'est une belle façon de voir les choses. J'aime ça. Comme spécialité, le livre des esprits contient la doctrine spirit. Comme généralité, il se rattache à la doctrine spiritualiste. C'est la philosophie des spiritualistes. Sachez comment fonctionne le livre des esprits, parce que là, on va peut-être pas ouvrir la première page officiellement aujourd'hui, mais c'est Kardec qui s'est assis et qui a fait d'écriture automatique avec un esprit. Donc, la plupart des réponses, c'est un esprit qui répond. Et des fois, un esprit, il y a du mordant. Vous allez voir, ça peut être intéressant. Un esprit parle aussi avec le langage que la personne comprend. Donc, si la personne est ultra religieuse, il va être ultra religieux pour faire comprendre son message. Donc, ça va être quelque chose aussi qui va être important à garder en tête durant cette étude-ci. Donc, dans le point 2, parce que vous allez voir, il y a toujours des points dans comment fonctionne le livre ici. Un autre mot qui est important à s'attarder,
qui fait des sujets de nombreuses controverses faute d'une acceptation bien déterminée, c'est le mot âme. La divergence d'opinion sur la nature de l'âme vient de l'application particulière que fait chacun de ce mot. Une langue parfaite, où chaque idée aurait sa représentation par un terme propre, éviterait bien des discussions. Avec un mot pour chaque chose, tout le monde s'entendrait. Okay? Donc, en gros, c'est qui explique que le terme d'âme a plusieurs définitions, les amis, comment que les gens le perçoivent. Selon Ney 1, l'âme est le principe de la vie matérielle organique. Elle n'a point d'existence propre et cesse avec la vie. C'est le matérialisme pur. Donc, quand on considère que l'âme vit son parcours, s'éteint, c'est terminé, c'est ce qu'on représente par matérialisme pur. Donc, on va faire un résumé de ça là ensuite. Et dans ce sens et par comparaison, ils disent qu'un instrument fêlé qui ne rend plus de son et qui n'a pas d'âme, donc après cette opinion, l'âme serait un effet et non une cause. D'autres pensent que l'âme est le principe de l'intelligence et l'agent universel dont chaque être absorbe une portion, et selon eux, il n'y aurait pour tout l'univers qu'une seule âme qui distribue des étincelles en divers êtres intelligents pendant leur vie. Après leur mort, chaque étincelle retourne à la source commune et se confond dans un tout comme un ruisseau et des fleuves et retourne à la mer où ils sont sortis. Et cette opinion diffère de la précédente dans ce qui est que cette hypothèse, il y a en nous plus que la matière et qu'il reste quelque chose après la mort, mais c'est à peu près comme s'il ne restait rien, puisque n'ayant plus d'individualité, nous n'aurons plus conscience de nous-mêmes. Et dans cette opinion, l'âme universelle serait Dieu, et dans chaque portion de la divinité, c'est une variété du panthéisme. Ok. J'essaie juste de voir... Ouais, on va faire ça comme ça. Selon d'autres, l'âme est un être moral, distinct, indépendant, qui conserve son individualité après la mort, et cette acceptation est sans contredit la plus générale. En gros, ça veut dire, quand on décède, on s'en va dans une autre phase, mais on garde notre individualité. C'est la plus générale, donc la plus acceptée, sous un autre nom, parce qu'il y a plusieurs noms face à ça. L'idée que l'être survit au corps et se trouve dans un état de croyance instinctive et indépendante de tout enseignement et chez tous les peuples, quel que soit le degré de leur civilisation. Et cette doctrine dont l'âme est la cause et non l'effet est celle des spiritualistes. Donc, généralement, si vous êtes spiritualiste, c'est ce que vous croyez, dans la plupart du temps. C'est pas une fin finale, c'est une évolution de votre esprit et donc l'évolution du principe du parcours de l'âme. Je pense que je peux faire un petit résumé à date. Je pense qu'on pourrait être là. Donc, on a plusieurs définitions de l'âme. Donc, premièrement, ne possède pas d'existence propre, c'est du matérialisme pur, donc ça a été créé. Après ça, ça vit sa vie, et après, ça explose. Ça serait la première version. Comme un instrument, une fois qu'il est brisé, il ne fonctionne plus, c'est fini. On ne peut pas le réparer. En tout cas, techniquement, un objet matériel, on peut le réparer, mais dans le cas de l'âme, on ne pourrait pas. Okay? La deuxième hypothèse, c'est le principe d'intelligence. En gros, on fait partie d'un tout qui se casse un peu, se réparpille partout. Cette fraction d'un individu anime quelque chose. Donc, par exemple, un corps vivant. Passe une vie, meurt et retourne à la source. OK? Après, l'âme est reconstruite à partir de zéro. Donc, à chaque fois, c'est un renouveau, on ne se rappelle pas de rien. Ceux qui croient aux vies antérieures auraient un peu plus de misère avec ça, parce que ça voudrait dire que toutes les vies antérieures seraient mélangées ensemble. Et la troisième version, qui est généralement plus acceptée, exactement pour cette raison-là, ceux qui croient justement aux vies antérieures, il y a plus de chances que ça balance sur le fait que chaque individu a des traumas et des marques dans le passé qui reviennent. Donc là, on peut dire que c'est un être moral qui est distinct, donc cette âme-là, qui conserve son individualité. Donc l'âme revient, conserve je dirais pas sa personnalité, là, mais sa propre pensée, ses propres expériences. Peu importe la croyance, la culture, le degré de la civilisation, l'âme survit au décès du corps et c'est la version que nous, en tant que spiritualistes, on croit. Parce que, comme je l'ai expliqué plus tôt, l'évolution, il faut que tu évolues, il faut que tu continues. Tu peux pas juste disparaître. Selon Kardec, la définition, en gros, on le voit ici, je pense que je l'ai souligné,
La plus logique est de prendre dans son acceptation la plus vulgaire. C'est pourquoi nous appelons l'âme l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps. Cet être n'existe pas, ne serait-il pas qu'un produit de l'imagination qu'il faudra encore un terme pour le désigner. Donc, l'être immatériel et individuel qui réside en nous et qui survit au corps. Ça veut dire que vous mourrez, vous continuez à exister. C'est ça, la définition de l'âme dans ce livre-là. Et pourquoi qu'on prend le temps de vraiment expliquer tous les détails? C'est parce que plus tard, ça va revenir, ça. Donc, on veut vraiment que vous compreniez la base bien, comme ensuite, le texte va mieux couler. J'ai-tu tout de suite ça? Non. Donc, défaut d'un mot spécial pour chacun des deux autres points, nous appelons le principe vital, le principe de la vie matérielle et organique. Donc, juste vivre sur Terre, c'est un principe vital. Okay? Quelle que soit la source, qui est commun à tous les êtres vivants, depuis les plantes jusqu'à l'homme. La vie pouvant exister, abstraction faite, la faculté de penser, le principe vital est une chose distincte et indépendante. Le mot vitalité ne rendrait pas la même idée. Donc, pour les uns, le principe vital est une propriété de la matière, un effet qui se produit lorsque la matière se trouve dans certaines circonstances données. Selon d'autres, c'est l'idée la plus commune qu'il réside dans un fluide spécial, universellement répandu et dont chaque être absorbe, s'assimile une partie de la vie. Ce serait alors le fluide vital qui, selon certaines opinions, ne serait un autre que le fluide électrique animalisé, désigné sous le nom de fluide magnétique, fluide nerveux, etc. Et ça, vous voyez, c'est aussi comme un clin d'œil à tout ce qui est des énergies et tout ça. Est-ce que... Attends, j'essaie juste de voir toutes les notes que j'ai, là. Parfait. Quoi qu'il en soit, il est un fait qu'on ne saurait constater, car c'est le résultat d'une observation, c'est que les êtres organiques ont une force intime qui produit un phénomène de vie, tant que cette force existe, et que la vie matérielle est commune à tous ces êtres organiques et qu'elle est indépendante de l'intelligence et de la pensée. Tu sais, pour définir la mort, puis le principe de mort, il faut aussi définir le principe de vie. Et je pense que c'est ce que Kardec, dans son introduction, essaie de faire aussi un parallèle, c'est de, en mieux comprenant les principes et en mieux expliquant les principes de vie, après on peut passer au principe de mort. Okay. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre j'ai noté dans le texte, par contre, qui était vraiment, à part cette partie-ci. Okay. Je vais focusser, parce que je suis en train de me dire, si je lis tout le livre, vous allez trouver ça long. On va adapter aussi, hein, c'est le premier. C'est l'introduction, en plus. On éviterait la confusion en se servant du mot d'ordre dans les trois cas en ajoutant des qualificatifs qui feront plus vue auxquels on envisage l'application qu'on en fait. Ce serait alors un mot générique représentant à la fois le principe de vie matérielle, de l'intelligence et du sens moral qu'on distribue comme les gaz, par exemple, qu'on distingue hydrogène, oxygène ou azote. On pourrait donc dire que l'âme vitale serait le principe de la vie matérielle, l'âme intellectuelle, le principe de l'intelligence, et l'âme spirit serait le principe d'individualité après la mort. OK. On va résumer ça un petit peu. L'âme vitale, principe de vie matérielle. Tout organisme vivant possède un âme vitale. Un chat, un chien, une plante, peu importe, un humain, ça possède un âme vitale. L'âme intelligente, elle va être donnée un peu plus aux animaux et aux humains. OK? Il y a une pensée. OK? Et on a l'âme spirit, qui est le principe d'individualité après la mort. Et on parle aux humains. Il y en a qui vont inclure les animaux là-dedans. Là, on va vraiment du côté spirit, c'est généralement plus humain. Ferraud explique, selon moi, s'il y a un plan d'ensemble tracé d'avance et immuable, on est libre de choisir les détails. À chaque pas, on forme notre propre enfer au paradis. Vient alors la nécessité de s'accepter tel que l'on est, de faire la paix avec soi. Car accepter la vérité, c'est de choisir la vie éternelle. Ce chemin étroit et exigeant, réservé aux plus courageux. Reconnaître le don d'Avier, c'est comprendre que seule la vérité est éternelle. Ouais. Je pense que c'est sûr que là, on parle d'une doctrine. La doctrine a quand même des principes à suivre parce qu'il y a un suivi qui se fait. Et dans la doctrine spirit, là, parce que je ne vais pas sauter des étapes, je ne vais pas te donner toutes les potins tout de suite. Mais il y a un principe de vitalité, que ton individualité fait en sorte que tu toujours essayes de t'améliorer et tout ça. Tu t'acceptes là, en tant que tel, mais c'est le principe de vie éternelle parce que tu revis. Tu vis pas nécessairement chez les humains, tu vas à d'autres places, tu as plein d'expériences autres, mais
t'as toujours une espèce d'avancement. Puis des fois, des petits reculs, mais généralement un avancement. Donc, que nous, on est libre de choisir aussi, c'est quelque chose qu'on va voir dans les choix au niveau des esprits. Et choisir cette vérité-là, oui, c'est un choix personnel. Sauf que de toute façon, même si quelqu'un déciderait de ne pas croire à ça, mais peut-être qu'il va vraiment repartir dans une autre vie quand même. Là. Ça ne l'arrête pas non plus. Là. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, là, mais dans ce cas-là, moi, c'est comme ça que je le perçois, en tout cas, ta réponse. Mais, ouais, quand tu dis il y a un plan d'ensemble tracé à l'avance qui est immuable, mettons, chez les spirites, ouais, c'est ça. Chez les spirites, quand tu es en mode que tu veux réincarner, tu fais des choix. Il y a des challenges que tu veux te faire. OK? Il y a des trucs, des buts. Parce qu'en faisant certains buts, toi, ta personnalité se développe, t'apprends ce qu'on appelle du knowledge, des savoirs qui font que ta morale, ta façon de vivre est un petit peu, pour tes prochaines vies, va être un peu plus améliorée, on va dire ça comme ça. Des fois non, mais la plupart du temps, ça va être ça. Je te dirais pas, je veux pas donner des exemples, mais qui sont bêtes, là, mais je sais pas, quelqu'un qui voudrait commencer à vivre sa vie dans un milieu défavorisé, vivre avec un gros challenge ou des problèmes de drogue, des problèmes de jeu, des problèmes qui sont liés à l'addiction, que ça pourrait être un challenge de casser une addiction, de casser et d'apprendre au travers de ça. Et ça se fait pas juste en une vie, là, ça se fait en plusieurs essais. Donc quand tu dis un ensemble tracé d'avance, ben, ça pourrait être lié à ça. Mais là, je déroge un peu, mais oui, je trouve que c'est important aussi, ce détail-là. Là. Oui. Je vais juste me recadrer. Alright. La troisième partie de l'introduction, c'est plus, je dirais, un rappel sur ceux qui doutent, OK? Donc, ceux qui ne croient pas à la science du spirituel. Puis c'est correct, hein? Chacun a droit à son opinion. Chacun a droit qui croit ou pas aux esprits. C'est totalement à vous. Je ne jugerai pas pour ça. Moi, j'ai mes expériences. Quelqu'un d'autre a ses expériences. Puis c'est correct. Donc, la première phrase, hein, c'est vraiment ça qu'elle dit. Tout comme toute chose nouvelle, il y a des adeptes et des contradicteurs. Nous allons répondre à quelques-unes des objections en examinant les valeurs et les motifs. OK? Je vais passer ici rappelons en peu de mots la série progressive des phénomènes qui ont donné naissance à cette doctrine. Et je vais prendre un temps pour ça parce que c'est quand même intéressant, parce qu'on explique l'avancée un peu des technologies sur la communication avec les esprits, puis je pense que, en tout cas, moi, j'aime le côté histoire de ça. Donc, le premier fait observé était celui d'objets divers qui sont mis en mouvement, qu'on a divulgué vulgairement sous le nom de table tournante ou de danse des tables. Ce phénomène qui paraît avoir été observé d'abord en Amérique, ou plutôt s'est renouvelé dans cette contrée, car l'histoire prouve qu'il remonte à plus haut que l'Antiquité. Il y avait déjà eu des phénomènes avant. Okay? C'est pas nouveau de ces années-là. Là. Ça s'est fait avant. C'est juste parce que souvent, on attribuait ça à d'autres trucs. Parce que quelqu'un peut avoir dit que c'était l'œuvre des démons ou l'œuvre des... dépendamment de la religion et de la croyance aussi. Là, je suis pas en train de dire que tout ce qui serait démonique, c'est effectivement, c'est juste des esprits. Il y a plusieurs niveaux, on n'ira pas là-dedans aujourd'hui, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des phénomènes qui se sont passés depuis la nuit des temps et les gens, nécessairement, ils vont pas en parler parce qu'ils ont peur d'être pris pour des fous ou justement, leur culture fait en sorte que c'est pris d'une façon différente. OK? Donc, je disais donc que l'histoire prouve qu'il remonte à la plus haute antiquité, s'est produit accompagné de circonstances étranges, telles que de bruits insolites, des coups frappés sans cause ostensible. De là, elle s'est rapidement propagée en Europe, dans les autres parties du monde, parce que là, une fois que ça a fait un éclat aux États-Unis, ben forcément, les gens ont prêté un peu plus attention. Hein? Donc, ils ont gardé je dirais, l'oreille ouverte dans ce cas-ci, et ils ont commencé à analyser qu'est-ce qui se passait. Est-ce que c'était vraiment des esprits? Okay? Il y avait comme une chasse, une chasse aux fantômes, hein, un petit peu, parce que c'était nouveau, c'était surprenant. Okay? Ça s'est propagé en Europe, dans les autres parties du monde. Ça a déjà soulevé beaucoup d'incrédulité. Il y a des gens qui faisaient des faux trucs, donc ça ne sera pas surprenant. Mais la multiplicité
des expériences, n'a bientôt plus permis de douter de la réalité. C'est qu'il y avait tellement de cas que on s'est rendu compte peut-être que c'était vrai finalement, hein, que c'était pas des gens qui jouaient des tours. Si ce phénomène eût été borné au mouvement des objets matériels, pouvait s'expliquer par une cause purement physique. Donc, nous sommes de loin de connaître tous les agents occultes de la nature, donc en gros, on n'est pas la science infuse sur tout, ni les propriétés de ceux que nous connaissons. L'électricité, d'ailleurs, multiplie chaque jour l'infini de ressources qu'elle procure à l'homme et semble avoir éclairé la science d'une lumière nouvelle. Il y a donc, ça c'était joli comme phrase. Il n'y a donc rien d'impossible parce que l'électricité modifiée par certaines circonstances tout autre qu'un agent inconnu fut la cause de ce mouvement. Donc la réunion de plusieurs personnes augmentant la puissance d'action semblait appuyer cette théorie. On pouvait considérer que cet ensemble comme une pile multitude dont la puissance est en raison du nombre des éléments. En gros, vu que c'est une science nouvelle puis qu'on commence aussi à l'observer, ben, on ne comprend pas toutes les fins détails, mais on essaye de creuser. On essaye, il y a des gens qui ont fait des tests, ça pouvait être vraiment intéressant pour ce mouvement-là. Le mouvement circulaire n'a rien d'extraordinaire. Tout ce qui est dans la nature, les astres se meuvent circulairement. Nous pouvons voir un petit reflet au niveau général de l'univers pour mieux dire une cause, alors qu'inconnu pouvait introduire accidentellement des petits objets dans des circonstances données courant à l'analogue, celui qui entraîne les mondes. En gros. Mais le mouvement n'était pas toujours circulaire, souvent saccadé, désordonné, l'objet secoué, renversé, remporté dans une direction quelconque, contrairement à toutes les lois du statique, soulevé de la Terre et maintenu dans l'espace. En gros, explique qu'il y a eu plusieurs cas où justement un objet s'est fait bouger par un esprit ou quelque chose dont la science était incapable de nous expliquer. Un objet qui est rond, se met à rouler d'une certaine façon, mais avec la pression atmosphérique, tout ça, il y a un sens pourquoi cet objet-là bouge. Si je le pousse, c'est normal qu'il bouge, mais s'il n'y a rien qui est statique, puis soudainement, bang, il se met à voler, ouais, il y a quelque chose d'autre qui veut. Il y a une autre force autre. OK? Donc, ces mouvements-là qui ne sont pas nécessairement normaux, hein, ça sonne des petites alarmes à ce niveau-là. Rien encore dans ces faits qui ne puisse s'expliquer par la puissance d'un agent physique invisible. Donc, nous ne voyons pas l'électricité renverser des édifices, déraciner des arbres, lancer de loin les corps les plus lourds et les attirer ou les repousser. Donc, même des forces qui sont différentes, par exemple l'électricité, n'arriveraient pas à ce genre de choses. Donc, ils essaient de trouver, au travers quand même de la science, des raisons. Les bruits insolites, les coups frappés, en supposant qu'ils ne fussent pas un des effets ordinaires de la dilatation du bois et de toute cause accidentelle. Je sais pas, nous au Québec, quand il se met à faire ultra froid et puis que ça se réchauffe ensuite au printemps, les clous cognent. Ça crée du son. Okay? Des trucs s'étirent ou se rapetissent un petit peu avec le froid, la chaleur. C'est des trucs qui sont normaux. Donc, quand c'est pas ces trucs-là, donc là, ça peut être, ou autre cause accidentelle. Sur le voisin qui est en train de construire quelque chose. OK, ça compte pas, ça. Donc, oui, en effet, dans ce cas-là, ça peut être considéré comme l'occulte. Pouvait encore être très bien produit par l'accumulation d'un fluide occulte. L'électricité ne produit-elle pas des bruits les plus violents? Donc, en gros, il fait vraiment la comparaison, par exemple, avec le tonnerre, la foudre. Donc, que oui, même il y a des trucs qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps, c'est des énergies, on les sent. Toutefois, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas lié à autre chose. Est-ce qu'à date, j'ai pas mal... Ouais. Et on continue, je vais vous faire un résumé parce que là, ça peut être quand même assez long, je crois, cette partie-là. Ouais. J'aimerais ça passer au cours. C'est pour ça que je vais essayer de faire l'introduction aujourd'hui pour qu'on puisse passer aux trucs intéressants. Donc, la partie 3 de l'introduction, en fond, c'est vraiment plus pour les objets qui sont mis en mouvement, table tournante, des bruits, des coups frappés. On a des explications physiques pour l'époque, mais même aujourd'hui, il y en a certaines que on n'est pas capable de vraiment expliquer. Il confirme que la supercherie existe. Hein? Kardec n'est pas con non plus. Il sait qu'il y a des gens qui vont craquer les orteils pour faire des coups, qui vont taper. Écoute, même quand on fait des cercles personnels ou tout ça, des fois, il y a toujours une ou deux personnes qui a besoin d'action, fait qu'il va tricher, créer l'excitation autour de la planche.
Malheureusement, c'est plate parce que ça donne des données fautives, mais ça existe. Et la quantité de phénomènes pour savoir que il a été... Lui, ce qu'il veut dire, c'est oui, la supercherie existe, mais il y a tellement de phénomènes qui ont été recensés que ça serait extraordinaire de pouvoir dire que c'est tout des menteurs. Okay? Il y a trop de phénomènes. Il faut aussi se mettre en contexte. Dans les années, il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Donc, fabriquer des fausses preuves, c'est un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, avec le cinéma, tout ça, c'est extrêmement facile de faire pas mal n'importe quoi. Je voulais faire des analyses vidéo, là, je sais que c'est une parenthèse, là. Puis il y a tellement de vidéos qui sont faites avec l'intelligence artificielle que je pense que je suis même pas sûre de pouvoir trouver des vidéos authentiques parce que il y en a trop qui vont être faux. Ah, j'ai pas vu ça. Firo a dit: J'ai bien aimé le lien involontairement démontré des émissions de chasseurs de fantômes entre l'électricité, magnétisme et les apparitions. Ouais, les phénomènes sont quand même assez proches. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Moi, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai plongé. C'est une émission en particulier, Firo? Ou chasseurs de fantômes, peut-être? Ah, Taps? Ouais, tout le monde me dit qu'il faut que je les écoute. J'ai de la misère avec les émissions de... Il y a tellement de choses, des fois, que je trouve... Mais c'est bien qu'il ait parlé de ça. Pour vrai. Parce que... oui, ça se rapproche. Alright. Le chapitre 4, on parle plus d'un historique d'évolution des communications qui ont permis une élaboration des communications. Je vais vraiment faire le focus sur ce que j'ai mis en surligné. On a cru découvrir que nous ne savons pas par quelle initiative que l'impulsion donnée aux objets n'était pas seulement produite d'une force mécanique aveugle, mais qu'il y avait une intervention d'une cause intelligente. Ça veut dire, en faisant des tests, ils se sont rendus compte que quand ils posaient des questions, ça répondait. Tu sais, mettons, oui, un coup, non, deux coups. Puis là, ben, si je mets tel chiffre plus tel chiffre, est-ce que ça donne ça? Puis la personne répondait avec des coups et ça répondait avec des bons coups. S'il y avait une question avec 4 coups, ça répondait 4 coups, c'était parfait. Okay? Donc, c'est pas quelque chose que tu peux inventer, puis que c'est un clou finalement qui est dans ton mur qui cogne. Okay? Donc, il y avait un principe intelligent. Est-ce que le principe, ça veut dire qu'il y avait toujours raison? Non. Ça veut dire qu'il y avait quand même une réflexion derrière. Les premières manifestations intelligentes eurent lieu au moyen de tables se levant et frappant avec un pied un nombre déterminé de coups et répondant par oui ou par non, suivant la convention une question posée. Jusque-là, rien ne convaincant assurément pour les sceptiques, on croit encore un effet du hasard. On obtint ensuite des réponses plus développées par les lettres de l'alphabet. Un objet mobile frappant un nombre de coups correspondant au numéro d'ordre de chaque lettre. On arrive ainsi à former des mots et des phrases répondant à des questions posées. Par ailleurs, parenthèse, on a un podcast qui va s'en venir là-dessus, sur l'histoire aussi des communications avec les esprits un petit peu plus. On pousse un petit peu plus. Mais en gros, c'est les premiers signes qui ont développé justement, par exemple, le Ouija. Ben là, c'était comme un... Tu sais, les SOS, ça, tout. Mais c'était, si tu veux une lettre, ben, tu cognes... tu veux B, tu cognes 2 coups, tout. Et là, ça faisait... C'était long comme communication, hein, on se le cachera pas. Mais on arrivait à des réponses. Et là, ben, en ajoutant toutes les lettres ensemble, on arrivait à faire une phrase. La justesse des réponses et leur corrélation avec la question excitèrent l'étonnement. L'être mystérieux répondait aussi, interrogé sur sa nature, déclarait qu'il était esprit ou génie, se donnant un nom et fournit divers renseignements sur son compte. Donc, il commençait à avoir une discussion avec les esprits. Très, très important. Donc, doucement, il y avait une interaction qui se faisait. Un parler, quoi, un dialogue. Ok, ça, c'est plus tard. Le moyen de correspondance est long et incommode, évidemment. Hein. Quand il faut que tu tapes toutes les lettres, ça peut être long. L'esprit et ceci est encore une circonstance digne de remarque qui indique un autre. Donc, c'est un être invisible qui donnait des conseils d'adapter avec un crayon à corbeille ou un autre objet. Je n'ai pas la photo à vous la montrer parce que je sais pas, c'est pas dans le livre.
on peut pas vous le montrer avec le podcast non plus, mais je sais qu'on en parle dans le podcast. C'est un gros panier, OK? Avec un bâton, et au bout, il y a un crayon. OK? Là, je ne sais même pas si vous voyez mes doigts, parce que je pense que je pointe en dehors de ma zone. Ouais. Donc, il y a comme un panier, genre, je sais pas là, genre comme ça, là. OK? Et au bout, il y a un bâton. Et ici, il y a un crayon. OK? Et les médiums mettaient toutes leurs mains sur le panier. Et là, ça faisait bouger un peu le crayon. Et ça faisait que le crayon au bout se mettait à dessiner. Okay. C'était une des premières traces de l'écriture automatique. C'est pas un item qu'on voyait sur... l'item, c'est comme un peu redéveloppé avec le temps, mais c'est la première truc. Firo. J'attribue à l'intention des participants la possibilité d'avoir des réponses plus proches d'un monologue que d'un dialogue. Pour le reste, j'en sais rien. Quand on utilise un item, par exemple la corbeille, OK? On est plusieurs personnes sur la corbeille. Parce que t'as raison, OK? Il y a un phénomène que je me rappelle jamais, puis il faut toujours que je fasse des recherches. C'est pas idiot quelque chose, ça ressemble à ça. C'est chaque personne tremble. T'sais, même si je mets ma main dans votre écran, là, ça, je pense pas que vous voyez grand-chose, mais tu sais, je tremble, puis techniquement, j'essaie de rester le plus droite possible, OK? Ça fait en sorte que quand on est sur une planche, par exemple, je suis toute seule avec la planche Ouija, OK? C'est pas le meilleur exemple, là, mais je mets mes doigts sur la planche Ouija. Puis c'est le même principe qu'on a parlé dans le stream précédent avec le tarot. Je vais là, puis là, je suis comme, mon esprit, est-ce que t'es là? Okay? Là, je fabule, là, c'est pas comme ça que je fonctionne, mais... puis là, ça bouge. Bon, t'as l'excitation, un petit moment comme, ouh, ça répond, OK? Et la plupart des gens, en tout cas, sont excités. Ça bouge, OK? Ça se peut aussi que ça soit parce que ton corps, il tremble un petit peu. Puis là, ben, tu t'excites, fait que ça bouge un petit peu plus. Et là, tu dis, est-ce que t'es là? Puis il s'en va vers le oui. Mais toi, tu veux qu'il soit là, l'esprit. Dans ta tête, là, tu veux qu'il réponde oui. Tu veux pas qu'il réponde non. De toute façon, c'est un peu ridicule s'il dit qu'il est pas là. Il fait bouger la plaque. OK? Donc, inconsciemment, tu vas le faire bouger par le oui. Est-ce qu'il y a un esprit qui essaye de bouger quelque chose puis il y a de la misère? Ça se peut. Mais ça se peut aussi que ça soit parce que tu veux tellement qu'ils disent oui que ta main, inconsciemment, ton corps bouge vers là. C'est la même chose avec un pendule. Quand vous avez un pendule, quelqu'un qui est très bon avec va faire ce qu'il veut, là. Mais souvent, si vous avez un désir, vous allez pousser vers ce désir-là. C'est inconscient, là. C'est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement contrôler. Donc, il faut faire attention à ça. Quand, par exemple, il y a des participants en groupe, OK? Et là, l'esprit répond sur une planche Ouija, par exemple. Puis il y a plusieurs personnes, ben, ils vont essayer de deviner les mots, OK? Puis vous allez remarquer, des fois, ça glisse plus. Parce que tout le monde pense que c'est ça le mot qu'il essaie d'écrire. Ça fait partie aussi de l'intention. Faut être neutre le plus possible. Faut pas essayer de deviner tout ce qui se dit, ironiquement. Donc, faut faire attention. Parce que si on se fait juste influencer parce que nous, on veut, au final, il n'y a plus de communication. C'est ce que nous, on essaye d'avoir comme message, puis que c'est ça, puis c'est ça. OK? Mais oui. À l'époque, le moyen était très incommode. En fait, pour bouger. Mais ça l'a rapidement, doucement, permis à d'autres méthodes de se développer, le Ouija par exemple, ou l'écriture automatique. La corbeille à papier, par contre, a été le premier item qui a permis de réaliser que les écritures que l'esprit écrivait face à ça étaient différentes. On le voit... mais au lieu d'un simple mouvement régulier, le crayon trace de lui-même des caractères formant des mots, des phrases et des discours entiers de plusieurs pages traitant plus hautes questions de philosophie, de morale, de métaphysique, de psychologie, et cela avec rapidité, comme si on écrivait avec la main. OK? Fait que c'est le début de l'écriture automatique. Genre. C'est ça qui a inspiré un peu l'écriture automatique. Le conseil, fut donné en Amérique, en France, dans diverses contrées.
Voici dans les termes, il fut donné à Paris le 10 juin 1853 à l'un des plus fervents adeptes de la doctrine qui était depuis des années et dès 1849 s'occupait de l'évocation des esprits. Va prendre dans la chambre d'à côté une petite corbeille, attache-y un crayon, place-le sur le papier et mets tes doigts sur le bord. Et puis quelques instants après, la corbeille s'est mise au mouvement et le crayon a écrit très lisiblement: ce que je vous ai dit là, je vous défends expressivement de le dire à personne. La première fois que j'écrirai mieux. Fait que ça, la première, c'est comme un esprit qui a dit: hey, fais ça, ça va être plus facile pour nous autres de communiquer. Euh... je sais pas pourquoi ils disent qu'ils défendent expressément de le dire à personne. Ou en fond, ils défendent de ne pas le dire. Mais enfin. C'est comme ça que ça a recommencé. Bon. L'objet auquel on adapte le crayon n'étant qu'un instrument, sa nature et sa forme, complètement différentes, chercher des trucs plus communs. Mais évidemment, si ça fonctionnait pour communiquer avec les esprits, on essayait de trouver la méthode qui est le plus facile. Donc, c'est ainsi que beaucoup de personnes font l'usage d'une petite planchette. Ah, la planchette Ouija. Hein? Similaire. Il y a une planchette qui se fait avec un crayon aussi dedans. Là. C'était pas nécessairement le Ouija avec les lettres. C'était une planchette que tu mettais sur une plaque avec le papier et bouger. Et ça, ben, ça pouvait aider. Honnêtement, moi, qui ai l'écriture automatique, que je suis pas capable, ce serait quelque chose peut-être que je pourrais essayer, ironiquement. Mais, ouais, on adaptait des méthodes pour essayer de voir qu'est-ce qui fonctionnait puis qu'est-ce qui était pas... inconventionnel. Hey, merci, Raph. Puis, bon repos. Après, bon... la corbeille et la planchette ne peuvent être mises en mouvement que sous l'influence de certaines personnes douées à cet égard et dont une puissance spéciale que l'on désigne sous le nom de médium. On va éventuellement étudier le livre des médiums, ça, on n'est juste pas là, hein, on commence. Donc, c'est des gens qui ont une facilité, donc c'est-à-dire des intermédiaires entre les esprits et les hommes. Les conditions qui donnent cette puissance spéciale tiennent des causes à la fois physiques et morales et encore parfaitement inconnues. Quand on trouve des médiums de tous âges, de tous sexes, dans tous les degrés de développement intellectuel, et cette faculté reste et se développe par l'exercice. Plus quelqu'un est en contact avec les esprits, veut être en contact avec les esprits, plus il y a comme de l'expérience, une facilité. Il y a des gens qui ont une facilité à rentrer en contact. Il y en a d'autres qui c'est plus difficile. Il y a toujours des moyens qui peuvent se faire, mais il faut que tu adaptes les moyens avec ta propre personne. Okay? Plus tard, on reconnaît, et là c'est la partie 5, donc on est encore dans l'évolution de la communication. Je vais juste remonter ici. Parce que j'essaye de me suivre mes notes, parce que j'ai passé des soirées là-dessus. Donc, plus tard, on reconnaît que la corbeille et la planchette ne forment en réalité qu'un appendice de la main, et donc le médium, prenant directement le crayon, s'est mis à écrire avec une impulsion involontaire, presque fébrile. Voilà le début de l'écriture automatique directement. Donc, la planche de papier, le crayon, la plume et blou. On écrit tout seul. OK? Ce qui était notable, je pense qu'on va le voir, c'est que les esprits, au fil du temps, avaient toutes des écritures différentes. Donc, le même médium pourrait avoir 20, 30 styles différents. Même si quelqu'un serait extrêmement doué en calligraphie, c'était extrêmement difficile de faire ça. De juste varier sa propre écriture. Donc, ça, c'est un des points qu'il va essayer d'apporter aussi en disant que c'est legit, un petit peu. Puis, une flouée de gens ont des écritures différentes. J'essaie de voir si on a la partie. C'est mieux, c'est faire ça. Et voilà. Un autre fait non moins singulier vient encore s'ajouter à la difficulté, c'est le changement radical de l'écriture selon l'esprit qui se manifeste, et chaque fois, le même esprit revient et son écriture se reproduit. Parce que c'est pas juste que l'écriture change à chaque fois, c'est qu'elle change selon les esprits qu'il rencontre. Par exemple, je sais pas, moi, t'as un esprit, je vais inventer, ok? Il s'appelle Albert. Albert vient discuter avec toi, ben, il y a un style d'écriture. Et là, tu discutes avec un paquet de gens avec des noms bizarres, là, ok? Name it. Ils ont tous des trucs différents. Et là, Albert revient. Albert reprend son écriture.
Donc, à moins que quelqu'un souffre d'un gros trouble de personnalité multiple, ce qui serait quand même assez rare parce que ça se produit chez beaucoup de personnes, on démontre que ceux qui ont la faculté avec l'écriture automatique sont quand même capables d'avoir une communication qui semble quand même assez directe. Et il faudrait donc que le médium se fût appliqué à changer sa propre écriture de 20 manières différentes et surtout qu'il puisse se souvenir de quel qui a appartenu à quel esprit. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une chose d'avoir des écritures différentes par tête, mais il faut se souvenir qui fait quoi. Donc ça aussi, c'est une des preuves qui montre qu'il y a quelque chose d'autre. En tout cas, ça ne montre pas directement, mais c'est comme logique qu'il y ait autre chose. La seconde circonstance résulte de la même nature que même les réponses qui ont la plupart du temps, surtout qu'il s'agit de questions abstraites ou scientifiques, en dehors des connaissances et quelquefois à la portée individuelle du médium. En gros, c'est qu'il y a des questions qui peuvent être répondues par les esprits qui sont hors de la limite du savoir que la personne possède. Moi, je me souviens, j'avais fait une communication de groupe et l'esprit donnait des dates. Et bien que je connais l'histoire, j'aurais jamais été capable de mettre des dates. Okay? C'est moi qui étais sur la planchette, là. Parce que je suis pourrie avec des dates. Mais pourrie, là. Et de dire, en 1647, à tel endroit, il s'est passé tel truc, oublie ça. Okay? C'est vraiment pas mon talent. Je vais utiliser un ordinateur, je vais me renseigner, mais je peux pas le savoir comme ça. On était plusieurs sur la planchette. On était 2, je pense. Il y avait moi puis quelqu'un d'autre. Et la personne était capable de donner des réponses avec des dates fixes, extraordinairement on point. Et on avait quelqu'un au bout de la table qui était doué en histoire. C'était un fanatique d'histoire. Puis il était comme, ça fit. Mais ça fit vraiment, vraiment, vraiment bien. OK? Est-ce qu'on s'est fait avoir par l'autre personne sur la planchette? J'ai des doutes. Okay? Je pense que c'était quand même c'était très legit. Là. Mais on pourrait. Il faut toujours garder un pied quand on fait de la communication, surtout quand on est dans un groupe. Donc, mais c'est des connaissances, des fois, qui sortent de notre sphère. Dans les époques aussi, c'était beaucoup des personnes qui étaient dans des sphères quand même assez hautes qui communiquaient. C'était pas... Je veux dire, il y en avait là, de tout le monde qui essayait, mais c'était comme une espèce de truc fashion, high class, à un certain point d'avoir une séance après une rencontre cocktail. C'est une époque, hein? Et donc, parfois sortir de toute cette attirail-là. J'ai perdu mon écouteur, mais c'est pas grave, on va le retrouver. Ça faisait différent. Il est vraiment parti loin parce que je le sens plus. Voilà, on va aller chercher. On va aller à la pêche. Et voilà. Au moins en mettre un si jamais quelqu'un... J'ai pas de son, fait que je sais pas que tant grave si je perds mes écouteurs, mais si jamais quelqu'un qui rentre ou qui s'inscrit, au moins, je vais l'entendre arriver. OK. Fait que parfois, c'est tel un cachet de sagesse, de profondeur, d'à propos, des pensées élevées, sublimes, une intelligence supérieure, empreinte de moralité la plus pure. Ça, c'est quand on attrape des bonnes personnes. Hein. Et d'autres, parfois, si légères, si frivoles, triviales, que la raison refuse à croire qu'elles puissent procéder à la même source. En gros, c'est qu'il explique que c'est pas juste les bons esprits, techniquement, qui se présentaient. Il y en avait aussi des esprits plus communs. C'était pas juste quelqu'un qui avait l'air d'être proche de Dieu, là. Et vous allez voir, je pense que j'ai pas fait la référence, mais Kardec est très religieux. Hein? Donc, mon but dans cet atelier aussi, c'est d'enlever, il va y avoir des références, mais d'enlever tout ce qui est un peu du christianisme. Donc, n'ayez pas peur, là, c'est pour ça qu'on fait cette analyse-là ensemble. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai peur de lire puis de essayer de le reformuler. Là. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Après, je vais juste être sûr que j'étais à la bonne place. 5. Ouais, parce qu'il va y avoir beaucoup... Ouais, c'est à 6 que ça bouge. OK. Donc, à 6, on va aller là, parce que là, il y a beaucoup de choses qu'on va reformuler, OK? Je viens d'ailleurs en parler, là, Kardec très, très, très religieux, ça va être important de garder en tête certains trucs. On va reformuler ensemble, OK? Donc, on va... Kardec résume dans son introduction des points les plus saillants de la doctrine qui a été transmis afin de répondre à certaines objections. Je vais lire l'original et je vais lire un peu comment moi je le perçois, OK?
Dieu est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. OK. Est-ce que j'avais celle-là? Non. Ah, je les ai pas toutes faites? Ah. Moi, tu vois, de cette partie, je l'avais même pas faite. Donc, techniquement, ça pourrait être Dieu, ça pourrait être n'importe quelle divinité que vous aimez. OK? Si vous croyez à la divinité, ça peut être ça. Si vous croyez à autre chose, ça peut être autre chose. Vous êtes peut-être plus du genre à dire que oui, on est tous individuels, mais on fait partie d'un lot. C'est correct, il n'y a pas de problème. C'est la façon que vous voyez ou vous percevez ce qui est grand, immense et qui a créé un peu l'univers. OK? Il a créé l'univers qui comprend tous les êtres animés, inanimés, matériels et immatériels, donc on suit ça. En gros, le monde est constitué d'êtres animés, inanimés, matériels et immatériels. OK? C'est pas juste Dieu. Alright? Les êtres matériels constituent le monde invisible ou corporel et les êtres immatériels, le monde invisible ou spirit, ça veut dire les esprits, ça n'a pas changé, il n'y a pas de problème. C'est des définitions. Le monde spirit est le monde normal primitif, éternel, préexistant et survivant à tout. Ça aussi, hein, même chose, il n'y a pas grand différence ici. Je vais me faire une liste pour être sûr que je vous suis ici sur mes notes. Les esprits revêtent temporairement d'enveloppes matérielles périssables dont la destruction par la mort les rend à la liberté. Ça, c'est le corps. Okay. Parmi les différentes espèces d'êtres corporels, Dieu a choisi l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits et arrivé à un certain degré de développement. C'est ce qui lui donne la supériorité morale et intellectuelle sur les autres. Ma version, c'est peut-être plus que parmi les différentes espèces... c'est ça, hein? Oui. Espèces d'êtres corporels, ils choisissent parfois l'espèce humaine pour l'incarnation des esprits et arrivent à un certain niveau de développement. Et c'est ce qui lui donne une supériorité morale. Oui. Oui, Firo. Moi, la raison pourquoi, majoritairement, je reprends, c'est pas parce que je veux dire « Oh, moi, je vois ça comme ça, fait que tout le monde voit ça comme ça. » OK? C'est pas ça du tout. C'est parce que, avec le principe de certains trucs que moi, personnellement, j'ai expérimenté, moi, je crois pas en Dieu. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand? Peut-être. OK? Est-ce qu'il y a juste une divinité? Peut-être, peut-être que non. OK? Je suis plus... Moi, je me concentre, c'est le côté de mon... moi, mon esprit, l'élévation. Exactement, t'as raison, que tu y crois ou non, ça change absolument rien. Et la raison pourquoi que je fais cette reformulation-là aussi, c'est pour essayer de faire comprendre, c'est pas parce que le texte est très religieux que le contenu, lui, ne vaut pas la peine. OK? Il y a beaucoup d'informations dans le livre des esprits et les autres livres de Kardec, mais quand un esprit essaye de... Puis ça, c'est un concept qui est important à garder en tête, OK? Si t'es un fan de Star Wars, okay, je sais, c'est l'exemple le plus bizarre, là, OK? Et tu ne vis que pour Star Wars. Okay? Tu essaies d'avoir une communication avec un esprit. L'esprit, il pourrait faire des références à Star Wars pour gagner ta confiance. OK? Et essayer de te faire comprendre ce qu'il essaye de t'expliquer en faisant des allusions à la force. OK? Pourquoi? Parce qu'il parle un langage qui va se ramener à toi. Dans le sens où, si il explique des concepts qui pour toi sont faciles, des concepts que tu adhères, ça va être facile après de dire « Ah oui, ça a du sens. » C'est la même chose dans le cas de Kardec. Kardec était très, 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 très religieux. Donc, si l'esprit dit « Dieu a fait ça », Kardec dit « Bon, c'est évident. C'est évident, Dieu a fait ce choix-là. » Donc, c'est une façon de convaincre, OK? Et les esprits, je sais pas, t'es pro, je sais pas maintenant, mais n'importe quel dieu, là, ben ils vont dire que c'est ce dieu-là qui travaille en haut. Parce que pour toi, cette conception d'un être universel, c'est lui, OK? C'est pour ça que quand tu dis la vérité, ben c'est la même chose. Pour toi, Dieu, c'est la vérité. Mettons, là, OK? C'est ce qu'on appelle la vérité. Oui, ça a du sens. OK? Très, très... c'est la même chose. Tout le monde peut mettre un peu la version qu'il veut. C'est juste, faut que tu le tiennes tout le long. OK? Tout le long du texte. Pour pas que tu en perdes des morceaux. C'est sûr que des fois, ça va choquer avec certains trucs où que tu vas penser, où vous allez avoir, mettons, une version différente de l'auteur, mais ça se rapproche de ça.
Moi, si je décide que je veux que ce soit Bastet, ça sera Bastet, OK? Mais quand les esprits, vraiment, vous envoient des messages, ils suivent avec ce que vous connaissez. Donc, le principe de, par exemple, vous êtes pour Star Wars, puis votre vie ne tourne qu'autour de Star Wars, OK? Vous êtes peut-être un peu dans l'illusion, là, mais c'est votre truc. Ben, l'esprit, il risque de vous essayer de vous faire des liens que vous connaissez avec des choses que vous connaissez, OK? Quelqu'un qui serait un médecin ultra spécialisé dans quelque chose, un esprit communiquerait. Mais ça me surprendrait, mais un esprit communiquerait avec eux, ben il va essayer d'aller chercher des trucs, peut-être des phénomènes dans la médecine qui pourraient expliquer son explication. Je sais que c'est pas clair ce que je dis, mais vous allez voir, ça va prendre tout son sens au fur et à mesure qu'on travaille ensemble, OK? Donc, en gros, c'est pas nécessaire. Ben, Dieu n'a pas choisi la Terre. Ça peut être d'esprit, généralement, peut choisir où il s'en va. Puis on va le voir plus tard. Que c'est pas juste la Terre, OK? Selon l'esprit qui parle. L'âme d'un esprit est incarnée dont le corps n'est qu'une enveloppe. Donc, en fin de compte, ben, on vit, hein, on le voit, là, je suis là. je suis incarnée. Une fois que je vais mourir, ben mon esprit s'en va ailleurs. Il y a dans l'homme 3 choses. 1. Le corps ou l'être matériel analogue aux animaux animés par le même principe vital. 2. L'âme ou l'être immatériel, l'esprit incarné dans le corps. Et en troisième, le lien qui unit l'âme et le corps, le principe intermédiaire entre la matière et l'esprit. Donc en gros, c'est t'as le corps, t'as l'âme, puis t'as ce qui colle les deux ensemble. Je sais que c'est pas trop clair des fois, là, mais là, il y a ci. Est-ce que les esprits qui s'identifient de manière qui sont intelligents? Bonne question, Choufleur. Donc, est-ce que les esprits qui s'identifient de manière qui nous soit intelligible ou est-ce que c'est nous qui les interprétons selon ce qui nous est... Je pense que ça varie, OK? Si tu fais... t'as un esprit que tu connais pas, hein, parce que des fois, ça arrive, on a des gens qu'on connaît pas dans cette vie-ci, tu l'avais peut-être connu dans une autre vie, on sait pas. Il veut t'envoyer un message. Okay. S'il sait que tu as un ami qui est décédé, par exemple, ça peut être cet ami-là qui essaie de communiquer avec toi. Tu fais un rêve. Okay. Tu vois cet ami-là. Puis cet ami-là te donne un message. Okay. Déjà, en partant, quand il y a un défunt qui te parle, tu le sens. Là, tu le sais. Okay? Je sais pas comment expliquer ça, mais comment tu te sens. Tu sais qu'il y a quelque chose d'anormal. Okay? Il y a un petit feeling. On en a parlé dans les podcasts aussi. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Il va prendre une forme qui est familière pour toi. Il va pas arriver en déguisé en démon en faisant « Coucou, j'ai un message pour toi. » Okay? C'est pas vraiment la meilleure approche pour avoir ton attention. Donc, est-ce qu'il s'identifie à quelqu'un qui sait que pour toi, tu vas porter une attention? Possiblement. Même chose, est-ce que nous, on leur donne des noms, puis finalement, ils n'en ont pas, puis ils acceptent ça, parce que moins ils peuvent savoir que nous, on fait un lien avec ça aussi. OK? Si tu décides que tu parles à un esprit, puis que tu l'appelles Georges, ben, peut-être qu'à chaque fois que tu vas parler à cet esprit-là, il va dire que c'est Georges, même si c'est pas ça son nom, il s'en fout, mais au moins, il sait que la communication reste la même. Fait que, les esprits ont plus d'attache à au nom qu'ils ont porté dans une ancienne vie, là, forcément. Fait que nous, on est encore dans ce côté qui appelle ça matérialiste un peu, parce qu'on s'attache à ce qu'on perd, on s'attache au matériel. Par exemple, on s'attache au corps qui est parti. Donc, nous, on leur donne des noms, on leur donne des attributs. On est un petit peu idiots comme ça, mais pour eux, on est idiots comme ça. Tu vas le voir dans le texte, éventuellement, ça vient dans le sujet. Mais c'est parce que nous, c'est notre limitation. On a besoin de faire des liens, on a besoin de fonctionner. C'est comme ça que notre cerveau fonctionne. C'est de notre corps, là. Donc, oui. Fait que ça va des deux côtés. Il y en a qui vont se prendre pour une personne que tu connais pour avoir ta confiance, puis il y en a qui vont accepter de prendre une identité que tu leur donnes pour la communication. J'espère que j'étais claire. Parce que je parle beaucoup, là. Mais j'espère que je suis claire. C'est pas facile non plus, mais on va voir. Ça va être le fun quand on va tomber direct dans le creux. Parce que là, c'est juste l'intro, là. On n'a pas été loin, là. C'est juste des bases de la doctrine. Quand on va rentrer dans le core, là, vous allez voir, puis je pourrais vous donner un aperçu avant de quitter. Donc, parce qu'au final, les esprits n'ont pas de forme, mais on est obligé d'en imaginer une pour se projeter. T'as raison, Chouchard, ils n'ont pas de forme. Mais ça aussi, c'est discuté dans le livre. Je l'ai analysé, fait que c'est dans les premiers chapitres.
On va voir ça ensemble. Parce qu'il y a un esprit qui en parle justement de ça. Fait qu'on va se le garder dans notre petite pocket, cette question-là. C'est pas une question, mais c'est un fait, là, mais t'as raison. Ils ont pas... ben, c'est pour ça qu'on les appelle, c'est le principe invisible. On les voit pas. Je vais juste être sûr que je suis... Ok. D'homme ainsi deux natures, son corps, il participe à la nature des animaux dont il a les instincts, et par son âme, il participe à la nature des esprits. Le lien ou le périsprit qui unit le corps et l'esprit est une sorte d'enveloppe semi-matérielle. La mort est la description de l'enveloppe la plus grossière. L'esprit conserve la seconde qui constitue pour lui le corps éthéré, invisible pour nous dans un état normal, mais il peut rendre accidentellement visible et même tangible, comme ça l'a lieu dans des phénomènes et des apparitions. Techniquement, ils n'ont pas de forme, mais des fois, ça arrive qu'on en voit une. Est-ce que c'est la perception? Est-ce que c'est comment qu'on l'interprète? Comme tu dis, tu avais raison. Pour ça, comme statement, ça dépend. Okay? Est-ce qu'ils se présentent? Est-ce qu'ils se forment? Est-ce qu'ils sont matériels? Ou est-ce qu'ils jouent avec ça? À suivre. L'esprit n'est point ainsi un être abstrait indéfini que la pensée seule peut concevoir. C'est un être réel, circonscrit, dans lequel les cas est appréciable par des sens de la vue, l'ouïe ou le toucher. Ben, c'est pour nous. Les esprits apparaissent de différentes classes. Ils ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. En gros, ils peuvent être différents. Ils ne sont pas tous au même niveau. Ceux qui ont déjà eu des communications l'ont probablement vécu. Il y a toujours un esprit bizarre dans l'eau. Parce que tu dis de où est-ce qu'il sort puis il fait des menaces. Puis une fois que tu dis non, c'est bon puis qu'il s'en va, là, tu attrapes quelqu'un d'autre, il est super doux, fait son message, puis heureux. Fait que, je sais pas faire de pub. Alright. Ceux du premier ordre sont des esprits supérieurs qui se distinguent. Là, on parle un petit peu des ordres. Je vais essayer de voir si j'avais tout redéfini. Non, ça c'est correct. Du premier ordre sont des esprits supérieurs qui se distinguent par leur perfection, leur connaissance et leur rapprochement de Dieu. Ok, on change ça par rapprochement, un peu plus la perfection. C'est un peu comment ils se rappellent. La pureté, leur sentiment, leur amour du bien, ce sont ce qu'on appelle des anges ou des purs esprits. Moi, personnellement, je suis moins du côté angéologie, mais il y en a qui voient ça un peu plus comme ça. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection. Donc, on part comme dans l'explication de ce qui est un peu plus proche de la perfection, puis on descend, qui sont des rangs inférieurs, qui sont enclins à la plupart de nos passions. Donc, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil. Il y en a qui se plaisent au mal, c'est dans les plus bas. Il y en a qui sont ni bons ni mauvais, ils sont juste... Il y en a qui apprennent, sont brouillons, font des erreurs. Ils sont pas nécessairement méchants. Des fois, ils jouent des tours, parce qu'ils ont envie. Ils sont un peu plus, comme on appelle, des esprits follets. Okay? Un esprit n'est pas tout le temps dans le même ordre, il s'améliore. Parce qu'on fait des expérimentations au fil de nos réincarnations, donc on essaie de s'améliorer un peu. Des fois, on fait des erreurs, hein? C'est pas toujours parfait non plus. Et cette amélioration a lieu par l'incarnation qui est imposée aux uns comme expiation et aux autres comme mission. Donc la vie matérielle est une épreuve qu'ils doivent subir à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient atteint la perfection absolue. C'est une sorte d'étamine ou dépuratoire où ils sortent plus ou moins purifiés. En quittant le corps, l'âme se rend dans le monde des esprits où elle était sortie pour reprendre une nouvelle existence matérielle après un laps de temps plus ou moins long pendant lequel il est à l'état d'esprit errant. L'esprit devant passer par plusieurs incarnations, qui en résulte que nous tous avons eu plusieurs existences et que nous avons en d'autres plus ou moins perfectionnées, soit sur sa terre, soit dans d'autres mondes. Fait que là, ici, ce qu'on explique, c'est, par exemple, bon, vous décédez. OK? Je décède, je suis morte. Mon âme monte, on va dire au ciel, là, juste pour qu'on puisse tous se comprendre, là, dans ce monde des esprits. OK? Dans cette espèce de parallèle-là. On revoit un peu notre parcours. On voit nos bons coups, nos mauvais coups, on analyse. On essaie de s'améliorer à chaque fois qu'on se réincarne. On a fait des erreurs dans le passé, on a essayé de les améliorer. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que j'ai retenu comme valeur dans cette vie-ci? Okay? On garde ça de côté, on met ça dans notre poche. Et là, après un certain laps de temps, on dit « Ok, j'ai envie d'un nouveau challenge. » Et là, c'est là qu'on se fait des buts. Okay? Je pense que je vais un petit peu trop vite, mais c'est ce qui explique que l'esprit, ça va arriver qu'il va y avoir des petits coups à l'arrière, mais généralement, il apprend de ses erreurs.
Donc, il essaie toujours d'aller vers de l'avant. OK? Un esprit ne réussit pas du premier coup. Il va aller bon, peut-être que dans une vie, vous allez être une personne, peu importe la civilisation, mais vous allez être une personne célèbre, vous allez connaître l'addiction, vous allez peut-être connaître la jalousie, vous allez vivre des émotions, vous allez vivre des concepts, vous allez travailler sur vos valeurs face à ça. Il y a des trucs que je vais attendre avant d'aller trop loin. Je veux pas tout dire la même atelier. Right. Donc, les différentes existences sont toujours progressives et jamais rétrogrades. Ça, des fois, je pense que ça peut descendre un petit peu, OK? Mais léger. Je pense pas que tu baisses d'un step parce que tu as fait des mauvais choix. T'apprends parce que tu as fait des mauvais choix, mais je pense que des fois, il faut que tu le refasses, là, mais laisse l'étape plusieurs fois pour apprendre. OK, on va voir ça. On a quelqu'un. Ça, c'est sur lequel? Alright. Les qualités de l'âme sont celles... c'est ça, je t'ai rendu? Ouais. Les qualités de l'âme sont celles que l'esprit qui est incarné en nous et ainsi... l'homme... Attends, j'essaie juste de me refaire mon setup. Parfait. Les qualités de l'âme sont celles que l'esprit qui est incarné en nous ainsi que l'homme devient l'incarnation du bon esprit et l'homme pervers sert d'un esprit impur. En fait, quelqu'un qui est bien en généralement, il va être un esprit qui va être comme relativement bien. Okay? Quelqu'un qui a fait du mal, qui a créé le chaos, qui sème la terreur, mais généralement, son niveau d'esprit, il est pas pur. Là. Okay? Il va être plus bas. L'âme avait son individualité avant son incarnation. Elle la conserve après la séparation du corps. On en a parlé un petit peu plus tôt. À sa rentrée dans le monde des esprits, l'âme y retrouve tous ceux dont elle a connu sur Terre. Toutes ses existences antérieures se retracent à sa mémoire avec les souvenirs de tout le bien et tout le mal qu'elle a fait. Okay. Quand on est dans le monde des esprits, tout ce qu'on a fait, on le conserve, cette mémoire-là. Ceux qui vont dans les vies antérieures, et dans un lien avec un concept de spiritisme, de la doctrine spirit, pourraient aller... C'est comme s'ils arrivaient à avoir des fragments de cette mémoire-là qu'ils avaient conservée quand ils étaient un esprit. Tu sais, dans la vie, des fois, on rencontre des gens qu'on dit « Hey, cette personne-là, j'ai l'impression que je la connais. Ça fait 10 minutes qu'on parle, on dirait que ça fait 4 ans qu'on se connaît. » OK? Il y a des personnes avec qui ça clique. Il y a des personnes que vous allez parler peut-être sur Internet, vous allez comprendre que cette personne-là vit à l'autre bout du monde, puis pourtant, là, vous êtes comme les meilleurs amis du monde, super vite, ça clique, ça fonctionne. Souvent, on dit peut-être que dans une autre vie, vous étiez proches. Peut-être que c'est un esprit que des chemins ont réussi à se recroiser parce que, justement, c'était quelqu'un que vous avez apprécié. Peut-être que dans une autre vie, c'était un frère ou une sœur, un parent, un ami. On gravite souvent autour des esprits qu'on a connus. Okay? Dans le concept du spiritisme, on découvre des nouveaux esprits dans nos nouvelles vies. Okay? Mais on va souvent graviter autour des personnes dans divers niveaux qu'on a connus. Quand on se donne des buts en tant qu'esprit, on se donne des challenges, il va y avoir d'autres personnes qui vont se réincarner avec d'autres challenges, mais ils vont influencer un peu nos trucs. Des fois, ils vont nous donner un petit coup de pouce. Oh, puis il va arriver un petit incident, il va arriver une catastrophe, il va arriver un positif, vous allez gagner à l'auto, ok? Peu importe, qui fait en sorte que ça va vous aider à vous propulser vers le but que vous vous étiez fourni. Vos buts, c'est pas nécessairement des buts matériels, là, je donne des exemples de ça depuis tantôt, mais des fois, c'est très, très subtil comme but. Mais c'est très, très important pour votre développement en tant qu'homme. OK? En tant qu'esprit, techniquement. Donc, ça, c'est important à garder en tête. OK. L'esprit incarné est sous l'influence de la matière. Donc, l'homme qui surmonte cette influence par l'élévation, l'épuration de son âme se rapproche des bons esprits avec lesquels il sera un jour. Celui qui se laisse dominer par les mauvaises passions et passe toutes ses joies dans la satisfaction des appétits grossiers se rapproche des esprits impurs en donnant la prépondérance à la nature animale. C'est pas... Comment qu'ils le définissent, c'est que tu peux être taquin, tu peux être... tu peux piquer un peu sur les gens, là, c'est pas grave, mais à la base, faut voir que quelqu'un qui s'améliore jamais,
puis qui grandit pas spirituellement, ça s'améliore pas beaucoup. OK? Pour ça que je trouve que l'élévation qu'on fait spirituelle, dans le sens où génération mentale, là, qu'on s'améliore puis qu'on essaie d'avoir des belles valeurs, c'est important parce que ça vous empêche de rester sur le même piédestal. Quelqu'un qui cause des dramas tout le temps, puis est heureux des dramas, là, OK? Fait de la provocation, est méchant, mesquin, va tout le temps rabaisser quelqu'un pour s'augmenter, il va faire du mal conscient autour de lui, il s'améliorera pas s'il décède avec cette même mentalité tout le temps. Ben, il va peut-être avoir échoué son but. OK? Donc, c'est important, doucement, cette truc-là de à quel point se centrer pendant notre vie, puis essayer de s'améliorer, puis essayer d'être la meilleure personne qu'on peut être, c'est important. Les esprits incarnés habitent des différents globes de l'univers. En gros, c'est que les humains, c'est une civilisation, mais il y a plein d'autres choses qui existent. C'est juste parce qu'on les voit pas, OK? Et pourraient apprendre ailleurs. Nos valeurs en tant qu'humains peuvent être très différentes en tant qu'une autre espèce alien, OK? Donc, ça, on les connaît pas, fait qu'on peut pas trop juger, hein? Mais il y a probablement d'autres formes dans lesquelles on peut prendre. Donc, c'est d'autres valeurs qui sont différentes. Les esprits non incarnés ou errants n'occupent point une région déterminée et circonscrite. Ils sont partout dans l'espace, à nos côtés, nous côtoyant sans cesse. C'est toute une population invisible qui s'agite autour de nous. Chez les spiritistes, on croit qu'il y en a qui ne se sont pas encore incarnés, mais il y en a qui observent. Ils peuvent observer ici, ils peuvent observer ailleurs, ils peuvent observer n'importe où est-ce qu'ils veulent. Ils sont juste pas encore rendus à la phase de dire « go, je fonce ». Okay? Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Les esprits excellent sur le monde moral, de même sur le monde physique. Une action incessante, qu'il s'agit sur la matière, sur la pensée, constitue une des puissances de la nature, cause efficiente d'une foule de phénomènes jusqu'alors inexpliqués ou mal expliqués et qui ne trouvent de solution rationnelle que dans le spiritisme. En gros, c'est par exemple les effets de communication qu'on a parlé un petit peu plus tôt. S'il y a des choses qui bougent, qu'on n'a pas de réponse scientifique pour le moment, parfois, oui, ça peut être lié aux esprits, parfois non. Hein? C'est pas toujours 100%, c'est juste parce qu'on n'a pas tous les détails, mais il y a une partie qui pourrait être liée aux esprits. Les relations des esprits et des hommes sont constantes. Les bons esprits nous sollicitent au bien, ils nous soutiennent dans les épreuves de la vie, ils nous aident à supporter avec courage et résignation. Les mauvais nous sollicitent au mal. C'est pour une jouissance de nous voir succomber, de nous assimiler à eux. Parfois, les esprits vont essayer d'avoir une influence sur votre quotidien. Pas nécessairement négative tout le temps. Il y en a qui vont juste vous donner le petit boost que vous avez besoin pour prendre une décision. Le petit coup de pied aux fesses. Même chose de l'opposé. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous influencer ou vous faire prendre une réflexion ou juste vous mettre dans une situation ou essayer de provoquer une situation qui complique votre vie. Ça peut arriver. Et là, je veux pas que vous vous mettiez à paniquer en disant les esprits ils vous contrôlent toute ma vie. Là. C'est pas ça. Mais vous avez des gens qui veulent s'assurer aussi que les challenges que vous ont faits vont arriver aussi. Les relations entre les esprits et les hommes sont en constante. Les bons esprits nous sollicitent au bien. Ça, j'ai déjà dit. Les communications des esprits avec les hommes sont occultes ou ostensibles. Les communications occultes ont lieu par l'influence bonne ou mauvaise qu'ils exercent à notre insu. C'est notre jugement de discerner les bonnes et mauvaises inspirations. Les communications ostensibles ont lieu au moyen de l'écriture, la parole et autres manifestations, le plus souvent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments. En gros, la communication est possible. C'est pas tout le monde qui a une facilité avec la communication. Et c'est pas tous les bons esprits qui vont répondre, et seulement les bons esprits. Donc, c'est important dans ce cas-là de garder cet œil-là ouvert. Et les esprits se manifestent spontanément ou sur évocation. On peut évoquer tous les esprits, ceux qui sont animés des hommes obscurs, comme ceux les plus illustres, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu, ceux de nos parents, nos amis, nos ennemis, obtenir des communications écrites, verbales, des conseils, des renseignements, des guides. Oui, ça se fait. OK? Si toi, t'avais quelqu'un ou un ami que t'aimais beaucoup qui est décédé, il y a façon de communiquer, de lui envoyer un message puis de dire hey, j'aimerais tellement ça avoir ton soutien ou je sais que t'es plus avec nous, mais il y a façon de
d'envoyer le message, mais parfois, tu as un clin d'œil. Chez nous, on a une croyance avec les papillons, les monarques, que c'est des défunts. Je sais que les monarques sont moins nombreux qu'ils étaient avant aussi, là, sont plus rares, mais quand on a des papillons qui viennent se coller spécialement sur nous, ça, ben, c'est un signe que c'est un défunt qui vient dire coucou, ok? Ça, c'est des croyances populaires, des fois ça arrive. C'est la même chose, des fois, invoquer ou dire « Hey, j'ai besoin de ton aide », est-ce qu'il t'écrit? T'entends automatiquement. Dans le spiritisme, on dit que oui. Parfois, ils disent que même les esprits qui se sont réincarnés entre-temps, parce qu'il y en a qui font ça vraiment vite, le temps est différent chez les esprits que chez nous. Ben, des fois, c'est le moment où est-ce que quelqu'un il tombe dans la lune puis qu'il se réveille, tu sais. Tu serais comme un esprit qui part en communication. On va voir ça plus tard. Je pense même pas que c'est dans ce livre-là, les explications. Ça avait du sens. Après, vous déciderez si c'est quelque chose que vous croyez ou pas. Quand je dis, moi, je vous force pas à rien. Les esprits sont attirés en raison de leur sympathie pour la nature morale du milieu qui les évoque. Les esprits supérieurs se plaisent dans des réunions sérieuses où domine l'amour, le bien, le désir sincère de s'instruire et de s'améliorer. Et leur présence écarte les esprits inférieurs qui se trouvent au contraire à un libre accès, qui peuvent aller en toute liberté avec les personnes frivoles et guidées par seule curiosité ou qui se rendent compte de mauvais instincts. Je vais résumer ça rapide. Si tu es dans un groupe parce que les gens sont sérieux, veulent apprendre, veulent communiquer, c'est rare que tu reçois des communications négatives. Parce que ceux qui sont là pour taquiner, faire peur, jouer avec ces émotions-là, ils ont beaucoup de difficultés à percer un groupe qui a confiance. OK? S'il y a des esprits qui voient qu'il y a un sérieux, c'est ce que vous allez apporter. Si c'est frivole, puis c'est comme « Oh, je veux juste communiquer avec Kurt Cobain », ben, il y a de bonnes chances que vous vous faites avoir. Et parce que vous attirez ça à vous, vous attirez pas la plaisanterie, mais c'est le manque de sérieux aussi. Puis ça va arriver, là. Je dis pas que ça arrive pas. Parce que moi, j'ai eu des communications, on était en groupe, on a eu des super communications, puis tu avais un esprit qui voulait essayer de foutre le bordel. Il essaie de créer une espèce de doute ou une peur chez le groupe. Puis généralement, quand je dis « non, ça passe pas, passe une belle journée, va-t'en », il nous laisse faire. OK? Donc, c'est le genre d'affaires. Il va y avoir moins... Plus c'est sérieux, plus que la démarche veut aider, plus vous allez attirer quelque chose qui veut aussi vous envoyer un message. C'est pas facile pour eux non plus de communiquer. Mais s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui a du sérieux dans ses démarches, c'est sûr qu'ils vont essayer d'accrocher ça. OK? La distinction entre les bons et les mauvais esprits est extrêmement facile. Le langage des esprits supérieurs est constamment digne, noble, empreint de la plus haute moralité, dégagé de toute basse passion, et leurs conseils respirent la sagesse la plus pure. Ils ont toujours pour notre but, notre amélioration, le bien de l'humanité. Faire attention. C'est vrai. OK? Si les bons esprits, vous allez voir, puis moi je peux parler au niveau de la planchette, c'est un mouvement qui est serein sur la planchette. Okay? Un esprit qui est néfaste va être rapide. Il veut faire passer son message. Puis il va être fâché si vous ne comprenez pas du premier coup. OK? Puis les messages plus sereins, je dirais, ils ont un sens. C'est pas toujours le meilleur sens du monde, mais ils ont un sens. Ceux qui vont être découpés, ça va être plus difficile à comprendre. Ça va être grossier parce qu'on dirait qu'ils perdent le calme. Donc, oui, vous allez le voir. Ça, vous le sentez. Hein. En tout cas, les médiums qui nous écoutent, ils vont vous le comprendre. Hein. Confirmer, vous le sentez quand ça arrive. Puis souvent, ben, les statements, là, les trucs qu'ils vont dire, tu sais, si vous dites que la Terre est plate, posez-vous des questions. D'après moi, c'est pas un esprit qui est très très haut, ça. OK? Là, je suis plus dans mes notes parce que je divague depuis tantôt. Je vais essayer de voir la morale. La morale des esprits supérieurs. C'est pas long, parce que j'ai vu tout. OK. La morale des esprits supérieurs se résume comme celle du Christ dans cette maxime évangélique. On va juste dire que la morale des esprits se résume comme telle, hein? Agir envers les autres comme nous voudrions que les autres agissent envers nous-mêmes, et c'est-à-dire de faire le bien et ne point faire le mal, comme l'homme se trouve dans ce principe, la règle universelle de conduite de ses moindres actions.
la phrase, techniquement, même si elle est basée dans un truc religieux, c'est toujours... C'est bien, c'est... On fait aux autres... on ne fait pas aux autres ce que nous, on voudrait pas qu'ils nous fassent à nous. Ça s'applique aussi pour les esprits, ok? Ils nous enseignent que l'égoïsme, l'orgueil et la sensualité sont des passions qui nous rapprochent de la nature animale en nous, en attachant la matière, que l'homme qui, ici-bas, se détache de la matière par le mépris des futilités mondaines et l'amour du prochain se rapproche de la nature spirituelle, que chacun de nous doit se rendre utile selon ses facultés et ses moyens, que Dieu... je fais ça, se détache de la matière par motif, ok? Et l'amour du prochain se rapproche de la nature spirituelle, que chacun de nous doit se rendre utile selon les facultés et les moyens qu'il a mis entre nos mains pour l'éprouver, mais que la vérité, par exemple, tantôt, Firou nous disait que la vérité pourrait être changée, et que le fort et le puissant doivent l'appui et protection du faible, car celui qui abuse de sa force, de sa puissance, pour opprimer son semblable, viole la loi de Dieu ou la vérité. En fait, c'est juste pas correct, hein? Ils enseignent enfin dans le monde des esprits, rien ne pouvant y cacher, l'hypocrite sera démasqué de toutes ses turpitudes dévoilées, et que la présence inévitable de tous les instants de ceux envers lesquels nous aurons un mal agi est un châtiment dont nous serons réservés. Si tu agis mal envers quelqu'un, même si tu le caches une fois mort, là, tout le monde le sait. Hein? Peut-être sur Terre, le monde ne saura pas, mais le reste, ça va pas être. Hein? Donc c'est important de faire attention à ça. Et de faire attention aux progrès qu'on fait. OK? Il nous enseigne ainsi qu'il n'est pas de faute irréversible et qu'il ne puisse être effacé par l'expiation. L'homme en trouve le moyen dans les différentes existences lui permettant d'avancer selon son désir et ses efforts dans la voie du progrès vers la perfection qui est son but final. C'est correct de faire des erreurs. Là. OK? Quand on vit tout ça, on va faire des erreurs. On va frapper des murs, on va faire des gaffes. Y en a qui le vivent sur plusieurs réincarnations. Ils ont fait une grosse erreur. Ils reçoivent, ou en tout cas, ils agissent en fonction d'avoir eu des sentiments face à ça. Donc, éventuellement, ils se dégagent de tout ça. Éventuellement, ils viennent à bout, se pardonnent et continuent et s'améliorent. Donc, ça, c'est important. Je pense que j'ai résumé ça comme il faut. Ouais. Est-ce que je veux juste voir assez gros parce que je veux pas trop dépasser. Est-ce que j'aimerais ça? Je me rappelle pas. Attends, il y a combien? Il y a 17 points, on est à moitié. J'aimerais ça qu'on passe au travers des points. Attends une minute. Mais je n'ai pas le temps, une demi-heure, c'est sûr. Je peux vous faire des résumés d'introduction par contre. On pourrait peut-être passer ça parce que je pense que ça serait bien que le prochain, la prochaine rencontre, on soit au moins dans le corps du livre. Hein? Ça serait le fun, on aille passer l'introduction. Les grosses bases qu'on vient de passer en ce moment, là, tous les trucs, ça donne la grosse idée de ce que c'est la doctrine spirite. Donc, au moins ça, c'est un gros morceau important. Dans le reste du chapitre, 6-7, on explique dans le chapitre 7 de l'introduction, la partie 7 techniquement, pourquoi que le spiritisme s'explique mal par la science. La science qui s'appuie sur des faits calculables, mais l'âme, elle n'est pas calculable. Donc, les procédés qui sont dans la science sont assez développés pour valider le spiritisme aujourd'hui. C'est que il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable d'expliquer, puis on ne peut pas calculer quelque chose qui n'a pas de calcul. Les mathématiques, ça ne marche pas vraiment avec l'âme. Donc, c'est ce qu'on explique, parce qu'il y a une absence de faits et de doutes, et c'est d'opinion. OK? Les sciences vulgaires reposent sur les propriétés de la matière, donc on peut expérimenter et manipuler à son gré. Les phénomènes spirites reposent sur l'action d'intelligence qui ont une volonté et qui nous prouvent qu'à chaque instant qu'elles ne sont pas à notre caprice. Les esprits font ce qu'ils veulent. Là. Donc, c'est pas quelque chose que la science peut facilement pointer et dire « Oh, c'est ce qu'on va faire. » Là, je vais skipper. Je vais vraiment faire j'aimerais vraiment ça que la prochaine fois qu'on parle d'Allan Kardec, on soit moins dans le corps du texte. Donc, je vais faire autrement. On va s'adapter. Hein, c'est le premier, on s'adapte, on change un petit peu. La partie 8, dans son introduction, en gros, je vais juste me mettre ça un petit peu plus proche. Comme ça, ça va être plus facile. J'aurais pas l'air de regarder le ciel. Fou. Exactement, Firo. T'as raison. La science et la foi sont mutuellement exclusives. L'un n'empêche pas l'autre.
Et dans le livre, d'ailleurs, tu peux le marquer, il est zéro contre la science, en fait. C'est qu'il explique souvent qu'il y a des phénomènes que peut-être c'est juste qu'on n'a pas encore la science pour ça. Et même l'esprit va le dire. Parce que le livre fonctionne avec... Je vais vous montrer la première ligne, une fois qu'on a fait le tour. Oui, l'introduction montre quand même une grosse partie de la doctrine. Après, ça va être du point par point. Et là, ça va être le fun parce qu'on va pouvoir débattre un petit peu. Ça va être... J'ai hâte. Okay. Faut que je finisse l'intro, mais après, on va avoir du fun. Alright. La partie 8 explique que, bon, la pratique, ça se fait pas magiquement. C'est une étude sérieuse, ça prend du temps. Le sérieux des questions est un élément important quand on fait du spiritisme. Il faut apprendre à écouter les bons esprits. Il faut apprendre à détecter les mauvais. Il faut apprendre à écouter les esprits qui veulent vous aider et pas laisser de la place aux esprits malveillants. Puis il faut être laborieux, il faut persévérer pour que les esprits vous abordent de façon convenable. Écoute, c'est simple. Si vous êtes intéressé, prenez le temps de vous renseigner. Je pense que c'est ça la base. Parce que si vous comprenez ce qui se passe, que vous n'avez pas peur de ce qui se produit, parce que la peur, là, ça fait un gros trait sur beaucoup d'efforts. Hein? Donc, si vous n'avez pas peur de ce qui se produit, ça vous donne un pas d'avance. Ça prouve. Allez pas demander qu'est-ce que Kurt Cobain a mangé avant d'être décédé. Là. Hey, je vois des trucs sur YouTube, c'est épouvantable. Là. OK? Elvis, qu'est-ce qu'il pensait de tel truc? Là? On s'en fout. OK? Le sérieux de vos demandes, c'est important. Il y a quelque chose qui vous trouble, ça vous fait mal, il y a quelqu'un qui est décédé, vous avez besoin d'une réponse. Sure, posez-la, c'est pas grave. Mais savoir quelle marque de biscuit il préférait, on s'en fout. Ouais, c'est le genre de truc que si vous faites des questions comme ça dans une communication, puis là j'exagère, mais j'exagère pas tant que ça, je vois ça passer partout. Là. Mais si quelqu'un fait des blagues, des commentaires comme ça, il se prend pas au sérieux, ben la qualité des réponses non plus ne seront pas au sérieux. OK? Dans je vais juste mettre en évidence, dans ce chapitre-là, on disait que si on veut s'instruire à leur école, c'est un cours qu'il faut faire avec eux, mais comme parmi nous, il faut choisir ses professeurs. OK? Vous allez en croiser des esprits qui ne seraient pas très bons. OK? Ben, il faut faire le trait. Puis dire, OK, moi, ça ne marchera pas avec telle personne. Soyez le plus laborieux et persévérant dans vos études, sans ça, les esprits supérieurs vous délaissent comme on fait avec un professeur pour éloigner des écoliers négligents. Fait qu'en gros, si vous ne prenez pas les choses au sérieux, eux aussi peuvent vous abandonner. C'est pas juste un exclusif d'un côté. Okay? Dans la partie 9, on parle à propos du charlatanisme. Donc, il n'y a pas de cas de charlatanisme sans gain financier. Okay? Ça, c'est un des points qu'Alan Kardec explique. Une des raisons pourquoi ces œuvres étaient pas nécessairement payantes. Vous pouvez acheter sur Amazon des œuvres de Kardec. C'est pas Kardec qui reçoit l'argent. Hein? Mais à la base, les revues spirites que vous pouvez trouver étaient à portée de tous. D'ailleurs, les documents sont à portée de tous. Et beaucoup d'auteurs sur le sujet, dont certains que je veux explorer avec vous que je connais pas, comme Xavier Chico. Je l'ai démoli son nom, lui. C'est pas des trucs qui sont nécessairement payants. Il y a de l'accès. Après, si tu veux que le document soit dans une certaine forme, dans un livre, tout ça, c'est sûr qu'il faut que tu le fasses imprimer. C'est ça qui est payant, mais autrement, non. Le reste était quand même pas assez gratuit. Il y a façon de trouver l'information gratuitement. Et des mouvements de certains objets. Puis on explique dans ce chapitre-là que certains mouvements étaient... que les données logiques obtenues sont loin de la supercherie, donc il n'y a pas façon de trafiquer ce qui avait été vécu et observé. J'aurais aimé ça qu'on ait des vidéos, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Dans ce chapitre-là, un petit important, nous dirons d'abord qu'il faut écarter le mot charlatanisme. Là où il n'y a pas de profit, les charlatans ne font pas leur métier gratis. Donc, effectivement, c'est un des arguments qu'il y avait. OK? Chapitre partie 10, on explique dans cette partie-là que les informations reçues ne sont pas toujours justes et ne pas tout prendre à la lettre. Il existe des esprits qui ont de mauvaises intentions. Parfois, cela peut être lié aux mauvaises questions posées par le médium. Manque de sérieux. Ça dépend. Là, j'ai souligné ici que les esprits même nous apprennent qu'ils ne sont pas égaux ni en connaissance ni en qualité morale et que l'on doit ne point prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils disent. Gardez votre grounding, gardez votre pied à terre, c'est important. OK? Donc, c'est aux gens sensés de faire la part du bon et du mauvais sens. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit 2 plus 2 égale 8,
peut-être posez-vous des questions. Hein. C'est pas parce que c'est un esprit que les affirmations sont toutes vraies. OK? Si vous dites, vous êtes réincarné dans tel... Ça se peut que non. OK? Doutez. C'est important de le garder en tête, mais doutez. C'est pas toutes qui veulent que tout soit parfait. 11. On va y arriver. Je te dis, on va le faire. Dans cette partie-là, on explique pourquoi on croit que ce ne sont que les personnages populaires qui nous répondent. OK? À moins de faire une communication avec un membre de la famille ou des amis défunts, de se présenter comme une personnalité connue frappe davantage et c'est pourquoi ils sont plus remarqués. J'ai souligné, parmi les esprits qui viennent, il en est plus encore d'inconnus pour nous que d'illustres qui se désignent par un nom quelconque et souvent par un nom allégorique ou caractéristique. Si vous êtes un fan de quelqu'un qui est décédé, puis l'esprit, il se connecte avec ça, avec vous, pour essayer de faire un attachement, ça se peut. Ils vont prendre des noms random, là. Juste pour... Il y en a qui vont garder des noms qui ont un lien ou de façon historique, là, mais faire le lien avec vous. S'il y a quelqu'un qui a le nom d'une de vos arrière-grand-mères qui, pour vous, avait un sens, ce ne sera peut-être pas votre arrière-grand-mère, mais pour vous, ça va être facile de faire le lien contact. C'est comme, elle avait le même nom. OK? Il y a plus de chances que vous ne connaissez pas l'esprit que ce soit vraiment cet esprit-là. Mais que pour rester en contact, il va prendre peu importe la forme, juste pour vous dire que non, c'est correct, il n'y a pas de trouble, c'est moi. OK? Donc ça, c'est quelque chose qui est confirmé. À partie 12, on explique que les esprits inférieurs empruntent des noms connus et révérés. Je veux dire, allez sur YouTube, regardez le nombre de personnes qui ont communiqué avec Ozzy. Vous allez voir, là. Puis c'est pas toutes des vraies communications, là. OK? Lorsque l'esprit de quelqu'un qui nous est personnellement connu se manifeste, un parent, un ami, surtout qu'il est mort depuis peu de temps, il arrive en général que son langage est en rapport parfait avec le caractère que nous lui connaissons. OK, ça c'est important. Ça se peut que vous avez perdu quelqu'un, que c'est vraiment cette personne-là qui communique avec vous. OK? On n'enlève pas ça. C'est frappant, si c'est récent, qu'ils vont avoir le même langage qu'ils utilisaient quand ils étaient vivants. C'est parce que, pendant un certain temps, c'est ce langage-là qu'ils utilisaient. C'est aussi comme ça qu'ils vous ont reconnu. Le langage va peut-être varier un peu, mais généralement, il va utiliser des expressions similaires. Excusez. Des expressions similaires. Donc, ça va être un code pour vous. Okay? Quand que vous communiquez avec quelqu'un qui ne fait pas trop longtemps, vous allez peut-être dire, il va peut-être dire une phrase que pour vous, là, il disait ça tout le temps, ou une phrase clé, OK? Ça va être important de se rappeler de ça. Les esprits arrivés à un certain degré d'épuration sont seuls dégagés de toute influence corporelle. Ils en conservent la plupart des idées, des penchants et même des manies qu'ils avaient sur Terre, et c'est encore là un moyen de reconnaissance. Plus le temps passe, plus cet esprit-là devient un peu plus neutre face à ce qu'elle a vécu sur Terre, par exemple, leur dernière existence, ce qui fait en sorte que, oui, il y a des trucs qui vont conserver des manières d'être, peut-être une phrase clé, ok? Ça se peut qu'ils conservent longtemps, mais c'est tout aussi possible qu'ils en perdent beaucoup. Donc, plus le temps passe, puis le temps est différent pour nous que les esprits. Là. C'est expliqué plus tard, mais l'espace-temps est vraiment différent. Donc, à ce niveau-là, ça se peut qu'il y ait une différence. OK? J'ai-tu d'autres importants éléments? OK, non. Alright. Partie 13, on explique la divergence sur le langage des esprits. Comme un mot qui peut avoir plusieurs définitions, le monde des esprits a parfois cette faculté. Donc, il s'agit de beaucoup d'études, mais aussi beaucoup d'analyses pour avoir accès au savoir que les esprits veulent bien nous partager. Donc, c'est important, ça, qu'ils veulent nous partager. Ils ne veulent pas tout nous dire. Il est donc possible d'avoir plusieurs explications différentes sur les esprits et pourtant, toutes soient vraies. Tu peux parler avec 4 esprits différents. Ils vont t'expliquer le même concept sur les esprits, mais de façon différente. On dirait que c'est 4 mondes différents. Il y a des vérités. C'est juste que parfois, les vérités, de la façon qu'ils sont expliquées, ne s'alignent pas avec le concept que toi, tu interpréterais. C'est juste ça. Donc, il y a une divergence même dans leur langage. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas encore parfaits. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des accros. OK? Mais comment se fait-il que des esprits reconnus pour être supérieurs ne soient pas toujours d'accord?
c'est parce que c'est indépendant. Il y en a qui vont exercer une certaine partie d'une influence, il y en a d'autres qui vont aller chercher une autre. Puis parfois, ça fait bouger le langage un petit peu. C'est juste ça. Le core du message est le même, c'est juste la façon de le présenter qui va être différente. Fait qu'Alan Kardec, l'esprit qui a parlé dans ses livres, s'il pourrait avoir quelqu'un d'autre qui veut vous donner le même type de savoir, va le faire d'une autre façon différente. C'est pour ça que quand on dit que Dieu, le concept de Dieu peut être retiré puis être modifié, par exemple, par la vérité, ben, ça a du sens toujours. Parce qu'un esprit, lui, pourrait avoir cette dissociation-là. Donc, il y a ça aussi. De ce que moi... C'est une interprétation en passant du livre. Comment moi, je vois le principe. Libre à vous de le voir d'une autre façon. Là. Honnêtement, c'est correct. Là. Le mot n'ayant pas d'acceptation fixe, les esprits peuvent donc essayer de différer de la définition qu'ils en donnent. Un pourrait dire qu'elle a un principe d'avis. Ça, on parle de l'âme, là, excusez-moi. L'un pourrait dire qu'elle a un principe d'avis, l'autre pourrait dire une étincelle animique, un troisième pourrait dire que c'est interne, un quatrième dit qu'elle est externe et que nous avons tous raison dans un certain point de vue. Mettons, les esprits supérieurs ne mentent pas, mais ils ont peut-être plusieurs concepts différents de la même chose. Donc, utiliser des mots peut faire varier cette donne-là. Fait qu'en gros, c'est ça qu'on explique. Vous n'aurez pas une réponse solide qui est parfaite, mais la réponse générale est bonne. Okay. 14. Les esprits peuvent nous faire des fautes d'orthographe. Okay? C'est bizarre, là. Les esprits n'attachent pas d'importance à l'orthographie, mais à l'essence du message, surtout lorsqu'un enseignement sérieux ou grave. C'est important aussi. C'est pas parce qu'un esprit fait une faute d'orthographe que c'est un esprit malin, ok? Il parle un langage pour s'adapter à nous. C'est important. Okay? Nous nous pourrions leur opposer de nombreux péchés de ce genre commis par Luce Inventaire. Leur mérite, oups, c'est ta minute. Là-dessus? Ouais. Ah, ici. Les esprits attachent peu d'importance à la puérilité de l'orthographe lorsqu'il s'agit surtout d'un enseignement grave ou sérieux. En gros, c'est de faire attention, ils ne s'attardent pas vraiment à ces détails-là, c'est du matériel. En 5, on parle qu'il y a des gens qui voient des dangers partout. Ah ben tiens, je pense que c'est la même phrase. Et à tout ce qu'ils ne connaissent pas. Ainsi, ils ne manquent pas de tirer une conséquence défavorable de ce que personne, en s'adonnant à ses études, ont perdu la raison. En gros, ce qu'il explique, c'est que c'est pas nécessairement parce que quelqu'un est dans le spiritisme qu'il est en train de virer fou. C'est pas parce qu'il croit qu'il y a des esprits qu'il est en train de virer fou. C'est pas parce qu'il croit aux esprits qu'il croit que c'est des poltergeists ou des esprits frappeurs partout. C'est qu'ils disent que ceux qui pensent qu'il y a du danger partout vont voir du négatif partout. OK? Il y a du bon, il y a du mauvais, ça arrive, c'est correct, il n'y a pas de stress. Puis la frayeur, ça crée beaucoup, beaucoup de tort. OK? La folie, c'est pas généré par le spiritisme, mais la frayeur peut faire peur. Et la frayeur fait pas peur, je veux dire, la frayeur peut provoquer un petit peu la folie à ce niveau-là. Quelqu'un qui devient obsédé, qui a peur, qui voit quelque chose bouger, pense même plus au vent, pense que c'est un esprit qui bouge, c'est un autre niveau. Là. Okay. L'objection de la partie 16, c'est les esprits sont le résultat d'un effet magnétique. Par exemple, le somnambuliste éveillé. Il y aurait deux hypothèses. Donc, il y en a un que le médium canalise les pensées de la personne qui l'entoure. OK. Ça, c'est des objections qui font que les gens pensent que le spiritisme ne fonctionne pas. Puis que c'est des objections qui auraient un sens. Dans le sens où c'est basé sur des théories qui sont quand même raisonnées. Okay? Fait que ça ne sort pas de nulle part. L'une ou l'autre des théories... c'est des phénomènes matériels et moraux, mais elle exclut l'intervention des esprits. Selon la première de ces théories, toutes les manifestations attribuées aux esprits ne seraient autre chose que des effets magnétiques. Donc, les médiums seraient dans un état où on pourrait appeler le somnambuliste éveillé, phénomène dont toutes les personnes qui ont étudié le magnétisme auraient pu être témoins. Il y en a plusieurs personnes que, via des thèmes de sorcellerie, par exemple, ont touché au magnétisme. Donc, il y en a qui considèrent que c'est pas nécessairement un esprit, par exemple, qui va faire bouger un pendule, mais les effets du magnétisme. Et c'est correct, ils ont le droit. OK? Donc, eux pensent que c'est un somnambuliste éveillé, phénomène dont toute personne qui a étudié le magnétisme a pu être témoin.
Dans cet état, les facultés intellectuelles acquièrent un développement anormal, un cercle de perception intuitif hors des limites de notre conception ordinaire. Dès lors, le médium puiserait en lui-même et fait pour sa lucidité de tout ce qu'il dit et toutes les notions qu'il transmet, même sur des choses qui sont plus étrangères dans son état habituel. Ouais. Mm-hmm. Et là, il explique, parce qu'il y en a qui vont dire que le spiritisme n'existe pas à cause de ces raisons-là. Okay? C'est juste pour ça. Il explique que c'est pas que nous contestons la puissance du somnambulisme dont nous avons vu des prodiges et étudié des phases pendant plus de 35 ans. Nous convenons qu'en effet, beaucoup de ces manifestations peuvent s'expliquer par ce moyen, mais une observation soutenue et attentive montre une foule de faits dont l'intervention du médium, autrement autre que instrument passif, est matériellement impossible. À ceux qui partagent cette opinion, nous dirons comme les autres, voyez, observez, car assurément, vous n'avez pas tout vu. Nous reposons ensuite des considérations tirées de leur propre doctrine, d'où est venue la théorie spirit. Est-ce un système imaginé par quelques-uns pour expliquer les faits? Nullement, donc il a révélé précisément les mêmes médiums dont vous exaltez la lucidité. Y avait-tu autre chose de plus? Parce qu'il pose plein de questions. De deux choses, l'une, où ils sont lucides, ils ne le sont pas, car s'ils le sont, on a tendance à leur véracité. S'ils ne sont sans contradiction, admettre que ce n'est pas dans le vrai. En second lieu, si les phénomènes avaient toutes leurs sources dans le médium, ce serait identique chez les mêmes individus et on ne verrait pas la même personne tenir un langage disparate ni exprimer tour à tour des choses les plus contradictoires. Ce défaut d'unité dans les manifestations obtenues par le médium prouve la diversité des sources. Ah ouais, je sais ces techniques. Okay. Mais en gros, c'est qu'il explique que ce phénomène-là, dans ses yeux à lui, parce qu'il veut pas dire que le phénomène n'existe pas. Il existe ce phénomène, le somnambulisme magnétique, puis tout ça, puis il renie pas aucune des trucs. Il dit qu'il y a peut-être plusieurs communications qui sont basées là-dessus. Ce qu'il explique, par contre, c'est que c'est pas l'entièreté des communications qui est basée là-dessus. C'est pas toutes les communications, parce qu'autrement, il y aurait un follow-up, il y aurait un suivi, il y aurait quelque chose qui serait lié, et c'est pas le cas dans le cas des médiums. Est-ce que ça met en défaut le magnétisme? Absolument pas. Okay. Autrement, ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres choses qui font en sorte que il y a autre chose. Donc, c'est pas juste le personnel qui ressort. Ça arrive quand vous prenez un pendule, le magnétisme de votre propre personne va parler pour vous. Ça se peut aussi que ce soit un esprit. Ça peut varier. Personnellement, j'y vais avec l'intention, j'y vais avec qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que vous soyez que c'est un être extérieur qui vous parle ou non? Okay. On va voir ça là-dessus. Le médium serait ainsi une sorte... selon une autre opinion, le médium est la source des manifestations, mais au lieu de l'épuiser en lui-même, ce qui présente des théories somnambuliques, il l'appuie dans un milieu ambiant. Donc, ce serait ainsi une sorte de miroir reflétant toutes les idées, toutes les pensées, toutes les connaissances des personnes qui l'entourent. La deuxième hypothèse, c'est en gros, puis là je vais le résumer, le médium est capable d'aller puiser toutes les informations des personnes autour de lui et retransmet l'information aux autres. Donc, si on serait dans un groupe, la personne a use un pendule, ben ça serait toute l'influence des personnes autour qui se canaliserait chez lui qui influencerait le pendule. OK? Et là encore, je pense que ça va dans le même raisonnement que si jamais il y aurait cette communication-là qui se ferait, ben comment ça se fait que les groupes sont pas toujours influencés avec... Les communications ne sont pas toujours influencées avec les gens autour d'eux, puis tout ça. Je ne veux pas aller dans... C'est du cas par cas, mais en gros, c'est que c'est pas nécessairement tout le monde qui influence. Vous pourriez citer de nombreux faits qui démontrent dans l'intelligence qui se manifeste une individualité évidente et une indépendance absolue de volonté. Dans le livre, techniquement, vous allez voir ça un petit peu. L'esprit, il y a du caractère. Pourtant, c'est pas Kardec. Donc, mais c'est ça, c'est un petit clin d'œil, là. C'est une joke. Prenez ça à la légère. Mais en gros, c'est dire, est-ce qu'on prend toute l'énergie des gens qui nous influencent pour avoir toutes ces informations-là? Il y a possiblement une part de vrai là-dedans. Mais c'est ça. Et oui, chacun fonctionne selon son propre cadre de référence. Puis, t'as raison. C'est pas mauvais. Alright! Dernière partie de l'introduction. Le scepticisme est toujours sa source dans une connaissance incomplète de faits. Le scepticisme qui touche la doctrine spirit, okay, a presque toujours sa source dans une connaissance incomplète. Ça n'empêche pas que les gens ils ont une tranche à question que oui ou non ils y croient. Puis ils ont droit à ça. C'est pas un problème. Nous, on se fie dans la spiritisme à ce que les esprits nous enseignent. Après, peu importe comment la personne décide de ne pas y croire, c'est son choix. Okay? Fait que ça aussi, c'est important.
Bon, il va débattre un petit peu de pourquoi que c'est son introduction, pourquoi que c'est important, et évidemment que lui, ben, il se fie un peu à Dieu là, pour continuer, puisque moi, j'irai pas là-dedans, c'est pas l'important. Fait qu'on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!